Paul Alibert, le directeur de l'Institut de l'entreprise. J'ai le plaisir et l'honneur de vous souhaiter la bienvenue ce soir au nom non seulement de l'Institut de l'entreprise, mais également de la FNEJ, également de PwC, et puis de toutes les associations qui ont participé à cette étude que nous présentons ce soir. Ma mission, c'est d'assurer une sorte de fil rouge pour la soirée. Et ce que je vais vous proposer, c'est qu'on démarre sans tarder, qu'on essaye de respecter les horaires pour cette soirée qui est assez dense. On va avoir en fait une soirée qui est dans un lieu assez symbolique et assez exceptionnel, ESCP. Et donc c'est la raison pour laquelle je vais vous demander d'applaudir et d'accueillir comme il se doit le professeur Léon Lolouza, qui est le directeur général délégué de ESCP Business School et qui nous offre l'hospitalité de ce bel amphi. Merci professeur. Cher président Ferraud, cher président Chaneillac, mesdames, messieurs les présidents, chers collègues, mesdames, messieurs, chers tous, bienvenue à ESCP, la plus ancienne école de commerce au monde, créée en 1819. Nous sommes, quelle joie et quel bonheur, quel honneur de vous accueillir ce soir ici, grâce à l'initiative de l'entreprise et l'Institut de l'entreprise, la FNEJ, Price et évidemment les associations professionnelles de référence impliquées et toutes les personnes, parce que ce que vous faites est formidable. Vous avez fait une étude sur l'entreprise Full RSE portée par 100 entreprises, 10 associations professionnelles de référence, 240 dirigeants interrogés durant 2 années, avec aussi le formidable travail de mes collègues grâce à la FNEJ, avec 30 experts académiques qui ont vraiment fourni un travail formidable. Donc, je vois Valentina Carbone de l'ESCP qui a contribué, notamment, professeure experte dans ce domaine-là. Et ça, c'était essentiel. Pourquoi c'est essentiel? Parce que la RSE fait partie de l'ADN de l'ESCP. Il y a 20 ans, l'école était précurseur pour créer le premier cours et un responsable sur l'environnement. Après, nous avons développé 2 masters spécialisés. Nous avons un doyen associé au développement durable. Nous avons 2 chaires, l'économie circulaire notamment, et Sustainability et Business en Allemagne. Et bientôt, une chaire qui vous tient à cœur sur le triple résultat financier, social, environnementaux. Et donc, nous avons ici, avec vous tous, un objectif commun, de comprendre les acteurs du changement et surtout les changements sociétaux et planétaires, et aussi d'accompagner nos organisations et surtout d'agir. Et ça, ce qui est formidable, vous êtes plus que des think tanks, vous êtes des act tanks. Et c'est pour ça que vraiment, nous remercions encore une fois l'Institut de l'entreprise, la FNEJ, Price et tous les intervenants, tous les participants, évidemment les associations fortement impliquées, et aussi pour les intervenants de ce soir, ainsi que leurs animateurs, comme Alexandre Telinge, Entreprises et Médias, évidemment, et aussi Jérôme de la FNEJ. Merci encore, excellente soirée, excellent débat. Merci professeur pour votre accueil très chaleureux. Et donc on va essayer d'être à la hauteur de la réputation et de ESCP. C'est un challenge, mais on a beaucoup travaillé pour ça. Je vais maintenant appeler Antoine Frérot, qui est le président de l'Institut de l'entreprise, qui est également le président directeur général du groupe Veolia, à nous rejoindre pour entrer dans le vif du sujet et pour introduire la notion d'entreprise full RSE. Merci de l'applaudir.
À mon tour, mesdames et messieurs, de vous souhaiter la bienvenue à ces assises de l'entreprise Full RSE. Et avant de commencer à aborder le sujet qui nous rassemble ce soir, permettez-moi de commencer par quelques remerciements. Et bien sûr, mes remerciements vont commencer par le professeur Loluza et le SCP de nous accueillir. Je comprends que c'est un lieu parfaitement adapté, on va le voir d'ailleurs, tant pour l'entreprise RSE, que le professeur a rappelé l'ancienneté de l'école à ce sujet, mais également l'entreprise Full RSE, car j'y vois dans la future chaire en formation quelque chose qui ressemble à l'entreprise Full RSE. Donc merci beaucoup à l'ESCP de nous accueillir. Bien évidemment, ce n'est pas un hasard si nous avons choisi un lieu d'enseignement supérieur, car vous le verrez tout au long de la soirée, l'enjeu de la diffusion, mais surtout de l'enseignement à l'ensemble des managers qui un jour animeront les entreprises. De cette dimension et de cette vision élargie de l'entreprise, il est majeur. Je n'ai pas besoin de rappeler à quelle vitesse, en moins d'une dizaine d'années, les écoles de management, mais aussi derrière les écoles de sciences politiques ou les écoles d'ingénieurs, ont imposé une doxa de l'entreprise actionnariale financière et l'enseignement de Friedman. Et ces enseignements ont formaté dans le monde entier la vision de l'entreprise. Eh bien, nous avons besoin de l'enseignement supérieur, bien sûr pour des travaux de recherche, mais aussi pour proposer une autre vision de l'enseignement. Et c'est pourquoi j'ai le plaisir de saluer la FNEJ et son président, Jean-Marc Janaillac, pour avoir accompagné l'Institut de l'entreprise dans ses travaux, de même que Patrice Moreau, il est là-bas, de PwC, France Europe, pour nous avoir, là aussi, largement accompagné, beaucoup participé à l'ensemble de ces travaux. Vous le savez, on l'a déjà dit, nombreux responsables d'entreprises et d'entreprises ont participé à ces travaux. Je rappelle que la mission de l'Institut de l'entreprise, c'est de penser l'entreprise par ceux qui la vivent et ceux qui la font. Mais nous avons été, et c'est ça la grande originalité de ce travail, été accompagnés par 10 autres associations représentant des fonctions de l'entreprise ou des dimensions de l'entreprise. Et je voudrais quand même toutes les citer, puisqu'elles ont largement participé, leurs représentants sont tous présents dans cette salle, et je pense que ceci est une grande originalité, et c'est sans doute une première en France, d'avoir assemblé autant de représentations du fonctionnement des entreprises dans un même travail collectif. Tout d'abord, l'Observatoire de la RSE, l'ORS, Entreprises et médias, l'Association nationale des DRH, France Supply Chain, l'Association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion, le Club informatique des grandes entreprises françaises, l'Institut français des administrateurs, le Conseil national des achats, ou bien enfin l'Association nationale des professionnels du marketing. Je crois vraiment que c'est la première fois en France qu'un tel nombre d'associations majeures d'envergure nationale se rassemblent pour contribuer ensemble, chacune avec sa spécificité bien sûr, mais à alimenter une vision commune concernant les moyens de faire progresser les entreprises. Et il est évident que l'entreprise désormais concentre tant d'enjeux, dans un monde devenu si complexe et où les changements surviennent si vite, qu'il n'est plus possible de travailler en ordre dispersé et isolément. Et donc, même si, bien évidemment, d'autres institutions seront amenées à rejoindre ultérieurement ces travaux, je souhaite saluer ce vaste rassemblement collaboratif tirant dans le même sens. Alors l'étude que nous présentons ce soir représente la consolidation des enseignements qui sont tirés de ces 2 ans de travail collaboratif. Cette publication, elle survient à un moment particulier, bien évidemment, après la grande crise sanitaire, après le contexte militaire et la crise en Ukraine, à un moment donc où les entreprises ont été beaucoup, ces 2-3 dernières années, interpellées, mises sous pression, où elles se sont au moins
pour le Covid, pour l'instant, me semble-t-il, vraiment montré à la hauteur, mais c'est leur image également qui est en jeu dans ces moments de crise. Et cette étude, elle survient aussi à un moment très particulier dans le ressenti vis-à-vis des entreprises, où une forme de basculement entre un moment, un certain nombre de dizaines d'années qui précédaient, où les entreprises utilisaient des ressources, la nature, la science, les hommes, la liberté, au moins la liberté d'entreprendre, ou de ces ressources. On en vient à penser que l'entreprise devrait les considérer non plus comme des ressources, mais comme des parties prenantes, à savoir des éléments dont l'entreprise doit prendre soin et vis-à-vis desquels elle doit être utile. Et ce moment de bascule, qui va prendre un certain nombre d'années, il me semble qu'il est important et que cette notion d'utilité de l'entreprise large, où on conçoit l'entreprise comme un outil de satisfaction citoyen au sens large, comme on considérait jusqu'à une date récente la satisfaction client comme l'alpha et l'oméga de l'entreprise, est un moment très particulier. Parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, professeur, beaucoup de gens connaissent l'entreprise à responsabilité sociale et environnementale. L'entreprise RSE, depuis un certain nombre d'années maintenant, c'est une entreprise qui a quand même pour objectif, bien sûr et d'abord, de produire de la richesse économique et financière, mais en accordant un soin tout particulier et au-delà de la réglementation ou des réglementations au traitement social des salariés et à la protection de l'environnement. Mais en gros, l'entreprise RSE, c'est toujours une entreprise avec un objectif à optimiser sous un réseau de contraintes plus denses que celles qui sont imposées à toutes les entreprises. Ce concept, il a permis beaucoup de progrès, et même s'il est daubé, raillé parfois, moqué, il est patent qu'il a permis d'abord une large prise de conscience, et il a permis beaucoup de progrès. Mais il est clair aussi que désormais, on attend, la société attend, la population attend davantage des entreprises. D'où l'entreprise full RSE. Cette entreprise full RSE, elle n'a plus un seul objectif. Elle a bien sûr toujours celui de produire de la richesse économique et financière, mais elle a également, sous forme d'objectifs et non plus de contraintes, également la nécessité de produire des performances sociales et des performances environnementales. Elle a donc des objectifs concernant différentes dimensions. Elle a des objectifs pluriels. C'est une entreprise à la performance plurielle parce que son utilité est plurielle. Son utilité n'est pas seulement de produire de la richesse économique et financière, mais également de permettre un cadre d'émancipation et de développement des salariés, de respect des ressources naturelles, de leur régénérescence, si possible, et de préserver le cadre de vie des générations à venir. Bon. Et c'est parce qu'une entreprise est utile qu'elle est prospère et qu'elle restera prospère. Et pas l'inverse, comme on nous l'a enseigné depuis 40 ans. C'est parce qu'une entreprise est utile qu'elle est prospère, et donc c'est cette utilité qui doit être formalisée dans les objectifs de l'entreprise. Plutôt que full RSE, on aurait pu dire l'entreprise OSE, à objectifs sociaux et environnementaux. Mais full RSE montre bien la nécessité d'incarner au sein de la stratégie de l'entreprise et de toutes ses fonctions ces nouveaux objectifs qui doivent s'y associer. Bon. Il faut bien sûr les optimiser en parallèle, ces objectifs, et optimiser une fonction multi-objectif, multi-critères. C'est bien sûr plus difficile, beaucoup plus difficile que d'optimiser un objectif sous un jeu de contraintes. Et ça suppose bien évidemment des arbitrages permanents. On aura l'occasion certainement d'en reparler au cours de la soirée. On verra également pendant toute cette soirée les conséquences de cette vision nouvelle, élargie à performance plurielle de l'entreprise pour toute une série de fonctions de l'entreprise.
Cette étude est la peine donc de première réponse. Mais il y en aura d'autres à venir. Il faudra bien évidemment largement la compléter. C'est un point de départ, ce travail qui a été mené depuis 2 ans, et il nous occupera très certainement un grand nombre d'années à venir pour creuser la chose. Et il dégage déjà, notre étude, elle dégage déjà un beau programme de travail pour les prochaines années, pour tous les acteurs qui y ont contribué, mais bien sûr pour d'autres aussi. Concevoir l'écosystème élargi de chaque entreprise, définir l'impact souhaitable ou souhaité de l'entreprise, intégrer cet impact dans les prises de décision et notamment dans la stratégie, redéfinir les performances et les performances dans l'ensemble des dimensions de l'entreprise, mesurer ces performances, rendre compte de cette mesure, faire évoluer l'organisation de l'entreprise en fonction de tout cela. Bref, un grand plan de travail pour lequel nous aurons besoin d'innovation, donc de travaux de recherche. Et je refais appel au monde académique, mais aussi bien évidemment de l'enseigner pour que rapidement les salariés de l'entreprise, les cadres, les dirigeants de l'entreprise de demain puissent l'intégrer entièrement dans leur manière de faire. Rendez-vous donc peut-être dans 1 an pour les premiers suivis de ces travaux et puis peut-être ensuite très régulièrement. Je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous. Merci Monsieur Frérot pour ces réflexions inspirantes. Et à présent, je vous propose que nous en découvrions un peu plus sur l'entreprise Full RSE avec Sylvain Lambert, que j'appelle, qui est associé au sein du cabinet PwC France et Maghreb, et qui va nous dire tout ce que nous avons toujours voulu savoir sans jamais oser le demander sur l'entreprise Full RSE. Et ça en 6 minutes. Merci Paul. Merci Monsieur le Président, merci Paul, bonjour à toutes et tous. Je suis extrêmement content d'être avec vous. D'abord, une partie de ces travaux, ça n'a pas été dit, ont été faits en mode digital. Donc là, pour beaucoup qui ont participé et qui sont là, et je les remercie d'être là, on se voit physiquement. Pour certains d'ailleurs, ça a été la première fois, donc on découvre que certains ont des jambes et que la vision d'un individu debout peut être différente de ce que l'on voit à travers un écran quand la personne est assise. Donc ça fait vraiment plaisir de se voir, en plus dans cette école qui nous accueille. Alors, l'entreprise Full RSE, je pense qu'à l'origine, je vais vous parler de ce qu'il y a eu un peu à l'origine, de ce qui s'est passé, de quelques grands éléments, mais aussi, comme l'a fait le président Frérot, de quelques grandes questions qui s'ouvrent suite à ça, puisque ça a été dit, ce n'est que le début de l'histoire. Alors je ne sais pas si on en reparle dans 1 an, mais en tous les cas, c'est que ça apporte des réponses, mais ça pose aussi pas mal de questions, d'ailleurs aussi passionnantes que les réponses qui ont été apportées. Et je pense qu'au début, il y a 2 observations que nous avons faites, tant l'Institut de l'entreprise, que la FNEJ, que PwC, qui ont été, je dirais, sur les fonds baptismaux de ce travail. La première observation, c'est que tout le monde le voyait. Il nous semble que depuis quelques années, le rôle de l'entreprise était en pleine évolution. Alors là, on dit oui, mais le Covid a beaucoup joué. Alors c'est vrai, je vais y revenir, mais si on se souvient, avant le Covid, parce qu'il y avait un avant le Covid, on a eu quand même, depuis une vingtaine d'années, un enchaînement de crises, crise économique, crise politique, montée des extrêmes, élections un peu étranges dans certains pays, crise environnementale, on l'a oublié, souvenez-vous tous les étés qui ont précédé le Covid, avec des phénomènes particulièrement violents, brutaux, dans des zones non attendues, et puis évidemment crise sanitaire. Donc ce que nous ont montré ces crises, c'est qu'aujourd'hui, les conséquences de notre développement commencent à avoir des externalités négatives assez fortes. On était 2,5 milliards à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on crée un modèle économique dans lequel on est toujours aujourd'hui, on est 7,5 milliards, on va vers 10 milliards. Effectivement, ces crises, et si on se souvient de toute une série de communications autour de la crise économique, financière, de 2008, on voit qu'on est en train de questionner le modèle. Donc, début du questionnement du modèle. Et puis après le Covid, il y a une chose qui est apparue assez fortement, c'est la transformation dans l'esprit de gens très influents, qui est le monde de la finance et de l'investissement, du regard sur la RSE, qui était déjà un regard qui existait, qui était important, mais assez tourné gestion des risques, conformité. Amusez-vous à taper sur un moteur de recherche Covid et RSE, Covid et Sustainability en anglais, vous trouverez une grande quantité d'études mondiales qui nous disent toutes la même chose, c'est que désormais dans l'esprit
de ces bailleurs de fonds, la RSE est à minima un sujet de résilience, voire un sujet de performance aujourd'hui. Et pourquoi une crise a montré ce genre de choses? Eh bien, je pense que ça a été un peu dit avant, et c'est aussi un des sujets de fond de l'entreprise Full RSE, c'est que justement la RSE contribue à ce que l'on est, à des éléments de valeur, à des éléments de culture. Elle donne du sens. Et quand on a du mal à redéfinir des objectifs, puisque les crises se succèdent et que les objectifs qu'on s'est fixés pour dans 5 ans sont balayés par une crise, il faut bien se rattacher à quelque chose. Et si les entreprises qui ont le mieux résisté en phase de crise sont les entreprises qui ont le plus intégré des éléments de RSE, des entreprises full RSE, eh bien c'est probablement qu'elles avaient à un moment autre chose pour survivre que des objectifs. Et j'y reviens, des questions de valeur, de sens, de culture. Donc ça, c'est la première observation. La deuxième observation qui est totalement liée, c'est l'évolution extrêmement forte de la perception des réalités physiques. Derrière tout ce qu'on est en train de dire, il y a quand même des réalités physiques qu'il ne faut pas oublier et que la nature ou la société nous rappelle, qui sont environnementales, sociales. Et une de ces premières réalités physiques, qui est la plus connue, la plus subie, la plus importante aujourd'hui, ce sont les questions de climat. Souvenez-vous, en 2002, Jacques Chirac, à Johannesburg, pour les 10 ans de la conférence de Rio, nous dit « Notre planète brûle et nous lui tournons le dos ». Je rappelle que quand Donald Trump a été élu, il a dit « Elle finira bien par se refroidir », en réponse à Jacques Chirac. Mais quand Jacques Chirac a ce discours, très bien, mais il ne se passe pas grand-chose. Ça veut dire qu'à l'époque, on est sur un sujet, certes intéressant, mobilisant pour certains, mais pas encore stratégique. Aujourd'hui, si je reste sur le climat, c'est devenu pour un certain nombre d'activités économiques nombreuses une question stratégique. On ne fait pas d'écologie quand on traite les sujets de climat pour les entreprises aujourd'hui, on gère des sujets stratégiques. Imaginez ce qui est en train de se passer dans certains mondes de tourisme, dans le monde de l'agroalimentaire ou des cultures, des récoltes, si on pense au vin de Bordeaux par exemple. Bordeaux sera au climat de Séville entre 2030 et 2040. Où va-t-on produire le vin de Bordeaux? Regardez où se font les acquisitions de foncier d'un certain nombre d'acteurs. On pense aux grandes infrastructures. Donc réellement, on a une évolution majeure de la perception de ces réalités physiques, et ça aussi, ça questionne le modèle. Et cette évolution des perceptions, elle modifie les comportements de décideurs politiques. Voyez l'accélération réglementaire considérable en matière de RSE, et j'y reviendrai, qui est mondiale. Regardez les évolutions des décideurs économiques, la société civile dans son ensemble. Regardez les réactions des jeunes générations. Donc ces deux grandes observations, je crois qui ont été d'ailleurs partagées et reprises par la plupart des participants à nos ateliers, étaient un peu des éléments fondateurs de ce travail. Cet questionnement profond, ce changement profond, qu'est-ce qu'il a montré aussi? C'est une entreprise qui réagit extrêmement vite, qui s'adapte. Alors on pourra d'ailleurs questionner, soit dans les tables rondes, soit peut-être ultérieurement, la rapidité de la mise en œuvre. L'agenda et la vitesse de mise en œuvre est une des plus grandes questions. Mais très clairement, si on observe les tendances, en quelques années, on a une accélération considérable. D'ailleurs, on parle beaucoup de transition. Je pense qu'il faut ne pas employer le mot transition. Ce que l'on a devant nous, ce sont des transformations profondes, pas des transitions. Et donc, l'ensemble des acteurs qui ont participé à ça nous ont dit, on partage ça, et on a redéfini des éléments. Alors, qu'est-ce qu'il y a autour de ces éléments de l'entreprise Full RSE? Eh bien, il y a une entreprise, comme le disait le président Frérot, qui est assez différente de ce qu'elle était avant, qui est très ouverte sur les enjeux et les conséquences de son métier sur ces enjeux. Une entreprise qui, au-delà de sa seule performance économique, répond à d'autres besoins. Faites un exercice, lisez les raisons d'être de toutes les entreprises du CAC 40. Vous trouverez une chose assez intéressante en termes de sémantique, c'est qu'aucune de ces raisons d'être n'est tournée vers le business, totalement, aucune n'est totalement sociétale. Elles font le lien entre le métier de l'entreprise et la façon dont l'entreprise regarde sa contribution. Aujourd'hui, je ne m'explique plus en tant qu'entreprise, je ne me définis plus par seulement mon métier, mais par ce que mon métier apporte à la société. Cette lecture-là est assez intéressante et elle pose donc une question, et qui est probablement une des étapes d'après. Si l'entreprise se redéfinit, qu'est-ce que la belle entreprise demain? Comment va-t-on comprendre, et le président Frérot en traçait les lignes aussi, quelle est la notion de performance? Comment on va éclairer, regarder une entreprise plus ouverte, qui ne se définit pas uniquement par ses objectifs économiques, mais par un objectif plus large? Et je pense que ça, c'est une des questions de fond, avec probablement deux évolutions qu'il faut attendre autour de la notion de performance. Une évolution thématique. Là, je pense aussi que le président Frérot l'a évoqué, c'est l'arrivée d'éléments extra-comptables et extra-financiers au sein de la notion de performance. L'autre, tout aussi intéressante, c'est une évolution temporelle. Une performance très assise sur le résultat aujourd'hui, qui va s'enrichir de notions d'impact,
mais aussi de notions prospectives. On va questionner la prospective. Effectivement, c'est une des choses que le Covid nous a montré. Au 31 décembre 2019, les entreprises en bonne situation, 4 mois après, étaient dans une mauvaise situation. Résultat, impact prospectif sont des éléments qui vont justement éclairer la route et le chemin de la performance full RSE. D'ailleurs, petite anecdote, un des directeurs financiers qui participait aux travaux lors de l'atelier sur la fonction finance, nous disait qu'il se voyait bien passer d'un nom de CFO, Chief Financial Officer, à CPO, Chief Performance Officer. Donc là aussi, c'est un chantier important sur la performance, mais c'est un chantier qui est lancé, vous l'avez tous observé, du côté notamment des régulateurs. Vous voyez ce qu'a annoncé l'autorité des marchés, la SEC aux États-Unis, l'IFRS avec Emmanuel Faber, l'Europe. On est en train de donner à la RSE l'ensemble des critères de l'information financière. En quelques années, la RSE ou l'information en matière de RSE va se doter de l'ensemble des éléments qui définissent l'information financière, ce qui est une explication de plus sur le niveau d'importance qu'elle est en train de prendre. Alors pour finir, si vous deviez retenir 2-3 choses, eh bien l'entreprise, ce que ça montre dans cette étude, devient un acteur majeur de l'intérêt général, alors qu'il y a 20 ans, quand la RSE s'est définie, elle se définissait comme « je suis responsable dans mon champ d'action, ça c'est mon job ». Je suis honnête, je traite bien mes équipes, je ne pollue pas, éventuellement je m'occupe de ma chaîne de valeur, de mes clients, de mes fournisseurs, mais aujourd'hui je vais très au-delà. Et ces réflexions autour des raisons d'être sont extrêmement éclairantes. Je vous cite aussi un des présidents du conseil d'administration d'une société du CAC 40 qui nous disait en 2030, le plus important pour ma société sera que notre stratégie soit toujours lisible pour nos actionnaires, donc ça c'est normal, mais surtout acceptée sociétalement. Donc cette entreprise full RSE, c'est vraiment l'idée d'une RSE qui s'insère totalement dans la stratégie de l'entreprise, dans toutes les strates, de la gouvernance actionnariale à la direction générale et dans les directions opérationnelles. Et je pense que si on devait garder qu'une seule phrase pour expliquer le challenge de l'entreprise full RSE, c'est bien il n'y aura pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd. Je vous remercie. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller explorer les questions qui ont été posées là. Il y en a une quand même qui a été posée à 2 reprises et que je vais reprendre. C'est la question finalement de la réalité des intentions des entreprises. Donc, c'est une question qui nous est beaucoup posée sur le plan médiatique aussi. Est-ce que les entreprises sont en train de faire un exercice de communication supplémentaire, gagner du temps ? Alors pour ça, je vais appeler Alexandre Tellinge, qui est le directeur général d'Entreprises et Médias, donc une des associations professionnelles qui a pris part à ce travail, avec ses invités également, Hélène Valade, qui est la présidente de l'ORS, et également directrice développement et environnement de LVMH. Je vais inviter également Patrice Moreau, qui est le président de PwC France et Maghreb, et qui a été un des contributeurs majeurs de cette étude. Je vais appeler enfin Jean-Marc Borrello, qui est le président du directoire de groupe SOS, donc le grand groupe de l'économie sociale et solidaire. Et donc, je vous remercie de les applaudir avant même qu'ils ne vous aient parlé. Merci, cher Paul, pour cette présentation. Je suis très heureux d'animer cette première table ronde dont le thème est ô combien capital. Sommes-nous réellement prêts à l'entreprise full RSE ? Les économistes s'entendent tous sur le fait qu'il faut y aller. Les experts en climatologie ne cessent de nous rappeler qu'il en va de la survie de l'humanité et donc de nos entreprises. Dans le même temps, nous vivons une période troublée. La guerre en Ukraine, la lutte contre l'inflation, les craintes de récession, les fractures sociales peuvent nous écarter de cet objectif. En contrepoint, les innovations à venir, concernant notamment la santé et les énergies renouvelables, peuvent nous rendre plus optimistes. Dans ce contexte, Hélène, vous qui pilotez la politique RSE d'un groupe à la pointe dans ce domaine, pensez-vous que nous sommes réellement prêts à l'entreprise full RSE ? En d'autres mots, l'entreprise est-elle prête à faire évoluer son business model ? Oui. Réponse claire.
Merci de cette question. Je vais commencer par vous raconter très rapidement une petite anecdote qui m'a beaucoup frappée aujourd'hui. J'étais invitée cet après-midi à recevoir un rapport sur l'évolution de la situation de la biodiversité en France et sur les recommandations qui pouvaient être faites aux entreprises. Je n'étais pas à EPE, Entreprise pour l'environnement, ni à l'IPBES. J'étais, et pardon au public de ce soir, à HEC. Et je me suis dit, HEC l'après-midi, ce soir, le SCP sur la foule RSE, voilà des signes qui sont tout de même extrêmement intéressants, en effet, de la prise à bras-le-corps de ces sujets par les acteurs de l'enseignement supérieur, mais du coup par les générations de dirigeants à venir. Et ce colloque a été introduit par Bruno David, le président-directeur général du Muséum naturel d'histoire naturelle. Et il a dit cette phrase qui m'a beaucoup frappée. Il a dit finalement, au moment où les enjeux prennent l'acuité qui ont été décrites à la fois par le président Frérot et par Sylvain Lambert, les entreprises sont probablement les acteurs les plus à même d'agir rapidement, d'agir vite et d'agir efficacement parce que les entreprises sont agiles, les entreprises ont un temps de décision probablement beaucoup plus court que d'autres types d'acteurs, donc beaucoup de choses vont reposer sur elles. Et c'est un peu ce qu'on constate en effet à l'ORS, l'Observatoire de la RSE, qui existe depuis 20 ans et qui est donc un observatoire de tous les progrès qui ont été réalisés. C'est que l'entreprise aujourd'hui est en capacité d'accélérer. Pourquoi ? Tout simplement d'ailleurs parce que son public principal, c'est-à-dire les jeunes, ceux qui viennent dans ces écoles, ceux qui arrivent dans nos entreprises, sont presque tous des natifs développement durable. Donc ils ont été socialisés dans un état d'esprit qui est finalement est très différent d'une autre et qui structurellement a intégré les enjeux dont on a parlé, mais les ont intégrés extrêmement concrètement. Et donc les attentes que ces jeunes expriment à l'égard de l'entreprise sont très 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 différentes. Bon. Et donc pour attirer les talents, parce que qu'est-ce qui fait tout de même la moelle intéressante d'une entreprise, c'est évidemment les talents qu'elle est capable de mobiliser. Donc pour attirer les talents, la foule RSE, elle est parfaitement nécessaire. Et donc ces entreprises, évidemment à des degrés divers, et il y a toujours des pionniers, et puis il y a de ceux qui se mettent en mouvement maintenant, mais du coup accélèrent aussi. Elles sont en train de faire 4 Copernic, 4 petites révolutions. Et c'est ça qui me semble intéressant pour définir aussi ces travaux sur la foule RSE. Première Copernic, c'est celle de la culture d'entreprise. Non pas simplement au sens sensibilisé sur les sujets qui nous importent ici, mais c'est avoir le courage d'aller revisiter tous les processus interne de l'entreprise. Parce qu'au fond, quand on décide d'agir, on peut prendre des engagements, avoir des objectifs. Encore faut-il après être en capacité de les délivrer des résultats nouveaux. Et pour cela, il faut réviser les processus qui existent. Je mets d'ailleurs au défi de chacun ici d'avoir vérifié ce qui se passe dans les catalogues de formation des salariés à l'intérieur de l'entreprise. Est-ce que on trouve trace, par exemple, de qu'est-ce que c'est qu'un bilan carbone, comment peut-on se former à ces bilans carbone ? Non. Dans la plupart des cas, non. Bon. C'est ça, adapter l'ensemble des processus, et je ne parle pas évidemment de tout ce qui va concerner les achats, la logistique, etc., pour véritablement bouger. Donc, premier type de révolution. Deuxième type de révolution, elle a été citée abondamment, c'est celle en effet de la performance. L'entreprise, elle n'est pas simplement sur un marché financier, c'est ça que ça veut dire, la foule RSE. L'entreprise, elle est en société, donc elle a compris qu'elle pouvait avoir une utilité qui dépassait son intérêt intrinsèque. Et donc être contributive, apporter des solutions aux enjeux qui la dépassent. Et là, ça se traduit aujourd'hui par quelque chose, en effet, qui est assez enthousiasmant, qui est la volonté de rapprocher la rigueur de la donnée financière de celle de la donnée extra-financière. Et là, les travaux sont encore et doivent être conséquents parce qu'on n'y est pas.
hein, parce que c'est plus complexe à mesurer, etc. Mais en même temps, c'est un champ, à la fois, et une voie, à la fois pour la recherche et pour l'action. Mais c'est tout de même un chemin qui est très bien dessiné. Hein. Combien d'assemblées générales, d'ailleurs, l'ont montré encore une fois cette année, une performance, elle se donne à lire de manière financière et de manière extra-financière, et cela de plus en plus. Troisième Copernic, c'est bien sûr celui de la gouvernance. Enfin, les conseils d'administration sont en train de bouger. C'est-à-dire que les administrateurs s'emparent de ces sujets et interrogent l'entreprise, vont la titiller sur les sujets qui sont compliqués. L'ORSE vient, avec PwC d'ailleurs, de sortir une étude très intéressante là-dessus, c'est-à-dire sur l'évolution des administrateurs, et on voit que les choses bougent lentement. Hein, et moi, je reste toujours très modeste et très humble sur tout cela, mais réellement, mais sûrement. Et quatrième révolution, si vous me le permettrez, j'arrêterai là, c'est celle du rapport avec la puissance publique. Parce que dès lors que l'on dit que l'entreprise est investie d'un rôle de contribution à l'intérêt général, alors comment se construit, se reconstruit, s'invente une relation différente avec le public. Et ces alliances que certaines entreprises sont en capacité de faire, public-privé, pour avancer, me semble là aussi dessiner un champ de cette foule RSE intéressante. D'ailleurs, ça serait tout aussi intéressant de comptabiliser le nombre d'entreprises qui ont été en capacité de mettre en place des coalitions avec le public pour agir. Voilà, donc la réponse est oui, un peu plus étayée que mon premier oui. Quadruple révolution. Merci beaucoup, chère Hélène. Patrice, vous avez été l'un des artisans de la première heure de l'entreprise Full RSE. Vous l'avez même pleinement intégré à la stratégie de votre groupe. Mais vos clients, PME, ETI, grands groupes internationaux, sont-ils également prêts? Et dernière question, sommes-nous en France en avance par rapport à ce que vous observez à l'international? Alors, oui, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis longtemps. Hein. Je crois que toute l'implication que l'on a pu faire, Sylvain parlait tout à l'heure, ça fait bientôt 30 ans qu'on fait en fait du développement durable, même si on est ravis que l'accélération se fasse maintenant, et elle est réelle, et on va le voir pourquoi elle est réelle. Ça fait partie aussi de notre stratégie mondiale, puisqu'on a annoncé qu'on investissait 12 milliards, deux piliers importants, l'ESG et la technologie. Donc c'est un vrai sujet. Et les entreprises aujourd'hui, comme la nôtre d'ailleurs, et toutes les entreprises, elles font face à des enjeux extrêmement forts, que ce soit l'enjeu climatique, ça je crois que c'est une évidence pour tout le monde, que ce soit l'enjeu réglementaire avec la CSRD. Et là, la petite différence par rapport aux PME ETI, c'est que les seuils ont vraiment été abaissés, et que donc aujourd'hui, un nombre extrêmement important d'entreprises vont être confrontées à ces indicateurs extra-financiers. Moi, à titre personnel, je pense qu'il faut s'en réjouir. Beaucoup vont voir ça comme étant des contraintes, mais je pense qu'il faut s'en réjouir parce qu'on est face aujourd'hui à une performance, ça a été dit, qui est une performance globale. Finalement, comment mesure-t-on la valeur ou l'apport de l'entreprise au bien-être collectif? Alors ça peut faire un peu bisounours, mais je crois que c'est très important dans la société dans laquelle on vit. Alors, est-ce que les grandes entreprises et les ETI sont bien préparées? Bon, je crois que la réponse pour les grandes entreprises aujourd'hui, c'est qu'elles sont plutôt bien équipées. Et il suffisait d'ailleurs de participer et d'écouter les assemblées générales pour voir qu'elles ont toutes mis en place des feuilles de route. Alors après, est-ce qu'elles sont suffisamment ambitieuses? Pas, ça, on peut en discuter éternellement, mais au moins il y a des feuilles de route et puis il y a des objectifs souvent affichés, assez précis. Donc oui, les grandes entreprises aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai changement. Le président Frérot d'ailleurs l'a dit, il y a un vrai momentum. On est passé aujourd'hui dans une ère, de mon point de vue, qui est une ère nouvelle. Les ETI, par contre, et les PME, ça certes, elles sont un peu moins bien préparées. Et d'ailleurs, quand on avait publié notre enquête en janvier des dirigeants d'entreprise, des dirigeants mondiaux, on avait vu d'ailleurs en France et hors de France que les ETI étaient moins bien préparées, d'abord parce qu'elles étaient peut-être un peu moins sensibilisées, et puis aussi parce que c'était celles qui, en plus faible nombre, commençaient à se fixer des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un point positif quand même, et notable, c'est que aujourd'hui ce sujet, il est pris directement par les directions générales.
Et ça, c'est très nouveau, c'est-à-dire que ça pouvait être laissé à un moment donné à une direction uniquement RSE, mais c'est plus le cas aujourd'hui. C'est pris par les directions générales. Les directions RSE sont souvent au COMEX des entreprises. Et c'est fondamental parce que pour ces ETI, très souvent, leurs engagements en termes de développement durable, c'est ce qui va leur permettre peut-être d'obtenir des financements, puisque de plus en plus, les banques sont en train de mettre des contraintes en termes de financement. C'est ce qui va permettre aussi, ça a été dit, d'attirer et de retenir les talents. Parce que justement, aujourd'hui, les collaborateurs de nos entreprises, ils veulent contribuer à cet intérêt général. Ils privilégient aussi des emplois dont ils comprennent et dont ils valorisent le sens. Et si on ne fait pas attention à cela, eh bien, on perd ces talents ou en tout cas, on ne les attire plus. Et puis un élément positif, je pense, et il faut s'en réjouir, c'est l'industrie du private equity en France, qui est quand même relativement en avance et qui du coup diffuse en quelque sorte, si je pouvais dire, cette bonne parole. Et Olivier Millet, qui vient à la prochaine table, je pense en est un excellent représentant. Alors maintenant, est-ce que la France est en avance par rapport au reste, à l'international? Alors oui, la France est toujours en avance. La France, c'est le pays, on peut s'en réjouir ou pas, mais en tout cas qui est le plus régulé dans ce domaine et qui a beaucoup influé sur les directives qui ont été produites. Mais attention, parce qu'aujourd'hui, on observe une accélération à l'international aussi, et notamment dans le domaine réglementaire et dans ce qu'on a appelé les indicateurs extra-financiers, où on voit que dans toutes les géographies, l'ISSB, qui est le nouveau normalisateur international, est en train de produire un certain nombre de textes, l'EFRAG bien sûr en Europe, et puis la SEC également. Donc on voit que tout ceci s'organise, et on connaît nos amis américains, on sait que quand ils commencent à accélérer et à mettre avec toute la puissance de feu qu'ils ont, ils peuvent très vite rattraper le retard, voire même prendre de l'avance. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, Patrice. Jean-Marc, vous présidez SOS, groupe renommé, associatif dont la mission est de répondre aux enjeux sociaux et environnementaux. Considérez-vous que SOS est déjà une organisation full RSE? Et quelles seraient, selon vous, les conséquences pour une entreprise à ne pas prendre cette direction? En ce qui concerne le groupe SOS, la réponse est clairement non. Nous avons des progrès à faire sur à peu près l'ensemble des secteurs et nous avons toujours pensé que les statuts ne faisant pas la vertu, un groupe, fût-il associatif, fût-il dépourvu d'actionnaires et donc de dividendes à verser, n'est pas spontanément full RSE, parce qu'évidemment ça nécessite toute une série d'engagements qui n'étaient d'ailleurs pas très pratiqués dans le monde de l'économie sociale et sur lesquels nous avions pris un peu de retard par rapport aux entreprises classiques, en particulier sur les aspects environnementaux. Donc évidemment non, nous ne sommes pas au bout de nos peines, mais au bout de nos joies. En même temps, alors je ne sais pas si on réussira à être aussi révolutionnaire que nos camarades patrons, mais en tout cas, nous essayons modestement d'avancer avec le fait d'accepter, ce qui est peut-être plus simple pour nous que pour de très grandes entreprises, un peu d'humilité. C'est-à-dire que nous ne serons pas parfaits parce que chaque fois que nous arbitrons ou que j'arbitre en qualité de président, eh bien j'arbitre un jour un peu plus sur l'impact environnemental, un autre jour l'impact économique se rappelle à mon souvenir, et puis le troisième jour l'impact social est là, donc ça dépend un peu si c'est le patron de la RSE, des finances ou le DRH qui vient m'expliquer qu'il y a des urgences de son côté. Donc objectivement, les statuts ne font pas la vertu là-dedans, et je pense que ce qui est fondamental, c'est la capacité à travailler ensemble. Le meilleur moyen de se planter, c'est que les politiques s'attribuent une valeur sur un sujet, ça, je crois que le problème est à peu près réglé, mais le public seul ne peut rien faire, les entreprises seules non plus, et le monde de l'économie sociale n'a pas plus de compétences que les deux autres. Donc le premier sujet, c'est évidemment d'apprendre à travailler mieux ensemble. Alors évidemment, je retrouvais Antoine Frérot, pour moi, ça fait une routine qui a 15 ou 20 ans. Nous sommes quelques-uns à, depuis 15 ou 20 ans, expliquer les mêmes choses. On est ravis aujourd'hui que les choses soient aussi clairement partagées, mais je pense qu'il y a du chemin à faire. Il y a du chemin à faire sur la mesure d'impact.
parce que si le statut des uns et des autres ne suffit pas, il va bien falloir à un moment donné, en dehors de critères un peu anglo-saxons, si je peux me permettre, qui nous débarqueraient de je ne sais où, qui mesureraient le bonheur ou je ne sais quoi, la convivialité, etc. La réalité, c'est qu'il faut apprendre à travailler avec un monde universitaire. On l'a fait d'ailleurs, Antoine, et dans notre aventure, en créant un impact tank avec des universités, donc avec des labos universitaires, des entreprises, évidemment Veolia et quelques autres, et des professionnels des métiers concernés, parce que la réalité c'est qu'on ne mesure pas la même chose en fonction de l'activité. Et je ne crois pas à la mesure d'impact universelle qui permettrait d'apprécier si les malades mentaux sont plus heureux dans tel ou tel type d'hôpital, s'il vaut mieux planter des forêts de chênes ou de pins, voilà. Et donc avoir une réelle mesure d'impact sujet par sujet, si possible faite de l'extérieur, parce que si chacun décide de l'impact qu'il va mesurer dans sa propre maison, je crains un petit sujet de subjectivité. Pour les entreprises, pourquoi iront-elles? Parce qu'elles n'ont plus le choix. Et quand vous dites que se passerait-il si elles ne se lançaient pas dans ce dispositif, eh bien, il se passerait qu'elles disparaîtraient. C'est pas la stratégie RSE, et full RSE demain, c'est la stratégie de l'entreprise tout court. On peut maximiser les profits, on peut maximiser sa fiscalité, on peut maximiser le coût journalier des repas, et un jour, un journaliste vient faire le tour de vos établissements et vous perdez 70% de la valeur de l'action en 3 mois et vous vous retrouvez tout simplement en situation de danger de disparaître. Donc on peut jouer, je pense qu'un certain nombre joueront. Parce qu'il y a autant de cyniques qu'ailleurs chez les patrons. Ce n'est pas un modèle qui est réservé aux uns et aux autres. Donc on peut jouer en sachant que d'abord les actionnaires seront plus prudents, y compris dans leurs investissements, entre autres avec les banques et la réglementation. Là, il y a un véritable effet positif. Ensuite, les salariés sont plus exigeants, et vous l'avez remarqué, on passe de plus en plus souvent des entretiens d'employeurs. Quand on veut décrocher quelqu'un de qualité, il vient vous expliquer à quelles conditions il accepte de venir bosser chez vous. Et puis c'est peut-être pas si mal. Et il faut se poser la question de notre capacité à employer et sans doute un peu faire modifier nos pratiques, et c'est par exemple parfaitement valable pour SOS dans ces hôpitaux où il y a 200 postes d'infirmières qui sont disponibles. Je n'ai pas trouvé, je cherche toujours. Donc dans le contexte actuel, on a un vrai sujet, comment rendre ce métier attractif même si on n'a pas tout à fait les clés. Et accessoirement, à la fin de l'échelle, il y a les clients qui simplement n'accepteront plus d'être clients de services ou de produits d'une entreprise qui s'est comportée de manière qu'ils considèrent comme indigne. Donc objectivement, ce sera... Alors il faut maintenir l'enthousiasme de ma voisine. Oui, on y va, il faut faire ces révolutions. Ce sera plus complexe, sans doute un peu plus lent. Il ne faut pas imaginer qu'aucun d'entre nous ayons seul la solution. Ça, je pense que c'est le meilleur moyen de se planter. En clair, ce n'est pas les uns ou les autres qui ont la manière de faire. Il faut la co-construire, il faut travailler ensemble, mais c'est juste pour l'entreprise, quelle qu'en soit sa forme, une question de survie. Encore une fois, y compris dans que fait-on de la richesse créée. Créer de la richesse, c'est le préalable à la distribuer. C'est ce qu'un certain nombre de... Bon, passons. Mais enfin, c'est comme ça. On peut être généreux à partir du moment où on crée de la richesse. Moi, j'ai toujours eu plus de mal à la créer qu'à la distribuer. Je vous assure que ça prend beaucoup plus de temps de créer de la richesse que de la distribuer équitablement. Mais c'est un préalable utile. Et lorsqu'on aura fait tout ça, je pense que l'entreprise, et là je partage parfaitement le point de vue de ma voisine, c'est que l'entreprise a l'avantage d'être agile. Et d'ailleurs, les rapports entre l'entreprise dite classique et l'entreprise du type d'SOS, ça se passe très facilement. On a déjà des accords avec des grandes entreprises, évidemment. Antoine, mais plein d'autres grandes entreprises. L'État, comment vous dire ça de manière élégante, c'est pas aussi évident. Voilà, le jour où on dit qu'il faut remettre en cause les marchés publics. Ça ne marche plus, ce truc-là.
Il faut plus de fournisseurs, il faut des partenaires. Bien, je dois vous dire que du côté de Bercy, j'ai senti que le bâtiment vacillait parce que le moins de 10 ans, c'est pas forcément le mieux 10 ans, et que l'appel d'offres au moins de 10 ans, c'est un élément parmi tant d'autres et qui doit permettre le choix de ses fournisseurs. Et d'ailleurs, si on pouvait oublier le terme de fournisseur pour passer à celui de partenaire, c'est là qu'on crée de la vraie richesse en devenant partenaire et pas simplement client et fournisseur. Merci pour ces réponses enthousiasmantes. Alors avant un dernier tour de questions en 10 minutes et un court échange avec la salle, nous allons partager avec vous quelques informations clés sur l'enjeu de l'entreprise Full RSE. Selon le baromètre des territoires de l'Institut Montaigne, publié en novembre 2021, 81% des Français déclarent que les gouvernements auront besoin des entreprises pour faire face à la transformation de la société. La confiance dans les entreprises est donc dorénavant là, comme le disait Sylvain. L'engagement des dirigeants d'entreprise, on le voit, est également là, mais cela ne suffira pas. Al Gore, lors du dernier forum de Davos, qui s'est tenu le mois dernier, a évoqué le coût global d'une économie décarbonée, 5 000 milliards de dollars au bas mot, mais aussi et surtout la nécessité d'une volonté politique forte et d'un cadre réglementaire clair, stable, qui doit encourager les bonnes pratiques et assurer la compétitivité des entreprises vertueuses, si nous pouvons les appeler ainsi. Hélène, Jean-Marc, Patrice, vous venez de nous dire que les entreprises sont prêtes à prendre en charge davantage de réponses aux défis sociaux et environnementaux. Mais en va-t-il de même pour leurs écosystèmes? Quelles seraient, pour vous, les mesures déterminantes à prendre par les États? Et est-ce que pour nous, les citoyens consommateurs, nous sommes prêts à supporter le prix du changement? Alors je commencerai par Jean-Marc, vous qui êtes très impliqué dans la vie politique, pourriez-vous nous donner les 2 ou 3 mesures à prendre en priorité pour accompagner les entreprises dans cette transformation? Je ne suis pas sûr de pouvoir vous les donner, mais en tout cas, je crois qu'on a ne pas se penser seul détenteur de l'intérêt général. Alors, je vais passer de l'autre côté, mais je pense que la loi Pacte permet aussi de donner à l'entreprise un vrai sujet autour de la mission, la raison d'être, et il faut pouvoir avancer, sans doute être un peu plus modeste dans les ambitions des uns et des autres, parce que devenir le champion des vertus écologiques, sociales, environnementales, etc., en même temps c'est compliqué, mais en tout cas, on reconnaît que l'entreprise, par cette loi, peut se donner cette mission et donc qu'elle poursuit l'intérêt général. Je pense qu'on a un vrai sujet à l'international parce que certes la France est en avance parce que d'autres sont très en retard pour aller vite. Et je ne suis pas... Les représentants des SOS étaient à Davos et ont pu répondre sur le sujet en question à Al Gore, mais il y a un niveau de conscience qui n'est pas tout à fait le même d'un pays à l'autre, j'allais dire d'un président à l'autre, puisque en ce qui concerne les États-Unis, il me semble que nous sortons d'un tunnel de médiocrité qui a duré. Donc il y a un vrai sujet autour de la démocratie. Je ne suis pas sûr qu'à l'Est, aujourd'hui, ce soit beaucoup plus brillant pour aller vite. Donc comment est-on capable d'internationaliser ? Comment on réussit les uns et les autres à porter ce message, pas simplement dans notre pays avec des obligations réglementaires, mais là où nous n'avons pas d'obligations réglementaires. Comment décide-t-on d'être vertueux alors que dans certains pays, aucune règle du même type ne s'applique? Et le danger serait que la même entreprise soit parfaitement vertueuse dans le territoire hexagonal ou européen et qu'elle se conduise de manière plus légère à partir du moment où elle est sur le continent africain. Je pense que la taxe carbone aux frontières est un premier élément de réponse. Je pense que les sujets de réglementation européenne qui effectivement ont été portés par la présidence française de l'Union européenne permettent d'avancer. Puis je crois que pour finir, nous avons collectivement un vrai sujet de pédagogie. Parce que visiblement, un certain nombre de Français pensent par exemple que les élus décident du salaire des entreprises. On a entendu ça assez régulièrement ces derniers temps et ça ne fait bondir personne quand on vous explique que
moi, grand chambellan, j'augmenterai les stagiaires, les salaires du pays de 50%. Bon, personne ne réagit, donc ça a l'air à peu près évident, sauf les chefs d'entreprise qui ont dû sourire. Mais je crois qu'il y a le sujet économique a évolué dans le bon sens dans ce pays, et je pense qu'il y a une connaissance de l'entreprise avec l'apprentissage, avec les stages obligatoires, et encore avec des propositions, entre autres, qui ont été faites par l'Institut de l'entreprise pour rapprocher le monde académique de l'entreprise, parce qu'un certain nombre d'enseignants n'ont qu'une vue théorique et ancienne de ce qu'est l'entreprise. J'essaie d'être courtois avec les enseignants d'économie en particulier. Donc faire en sorte que ce monde se parle, c'est sans doute... C'est long, ça ne sera pas magique, mais c'est le rôle qu'on doit partager, les entreprises, le public et le monde de l'entreprise d'intérêt général. C'est une mission objectivement commune. Hélène, quel est votre point de vue sur l'accompagnement des entreprises dans cette transformation ? Oui, moi je pense qu'on a, et ça a été rappelé tout à l'heure, un arsenal réglementaire qui commence à être conséquent, comme si d'ailleurs depuis un an, le législateur rattrapait le temps perdu, parce qu'entre le Green Deal européen et tout ce qui se passe en France, donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Moi, il y a deux choses qui franchement me sembleraient nécessaires. La première, c'est avoir le courage de revoir, de la même façon que les entreprises revoient leur processus, avoir le courage de réviser les lois anciennes qui s'appliquent toujours et qui sont bloquantes. Tu parlais tout à l'heure de l'achat, enfin des achats publics, hein, où on est tous confrontés à des problématiques comme ça. Quand je pense qu'il y a encore 60 milliards par l'Union européenne de subventions aux énergies fossiles par an, alors que tout le monde avait annoncé qu'il faudrait que... c'est quand même des sujets qu'il faudrait remettre sur la table et regarder avec un peu, encore une fois, de courage. Donc ça, c'est ma première chose. La seconde chose, c'est que tout ça est aussi une question, et je le dis d'autant plus qu'on est ici dans une école de représentation. C'est-à-dire comment faire évoluer les représentations. Comment s'attaquer à la publicité. La publicité qui favorise la consommation, alors que par ailleurs on parle de sobriété, etc. etc. Bon. Donc là voilà, il y a des choses comme ça, des cadres qui doivent absolument évoluer. Pourquoi reste-t-on avec le PIB ? Alors j'ai entendu que le président avait d'ailleurs entendu ce sujet, et c'était dit, le président de la République, j'entends, et commençait à se dire que ça serait peut-être pas mal de faire évoluer un instrument pareil, puisque c'est lui qui fige en effet toute la définition de la valeur. Donc voilà. Donc ce besoin de cohérence, moi, me semble absolument fondamental. Et dernière chose, et dernier cadre qu'il faut qu'on réussisse, et on s'en occupe beaucoup alors avec quelques-uns d'entre vous, à faire bouger le cadre comptable. Si on arrive à mettre au point, quelques entreprises ont le courage de faire des expérimentations d'une comptabilité environnementale, c'est-à-dire qui prend en compte les limites planétaires et qui met au titre de la dette ce qu'on doit à l'environnement, alors là, on peut commencer réellement à faire bouger les choses. Voilà, donc il y a des cadres qu'il faut faire évoluer. Oui. Merci beaucoup, Hélène. Et vous, Patrice, alors, que vous inspirent ces pistes ? Ce sont des pistes très intéressantes. Moi, je pense qu'il y a un sujet qui est aussi très important, c'est l'opérationnalisation, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'intention à l'action, en fait. Et je pense qu'il y a quand même des éléments dont on peut se dire qu'on a passé un cap. Alors, vous avez raison, on a mis longtemps, la machine est un peu lente, c'est vrai. Mais finalement, moi, j'observe quand même une accélération et que je caractériserai par un certain nombre de sujets. Le premier, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un sujet vraiment aujourd'hui qui est pris par les directions générales. Chaque fois que je rends visite à un dirigeant d'entreprise de nos clients, c'est un sujet, c'est le premier sujet en haut de la liste. Et aujourd'hui, je disais tout à l'heure, les directions RSE sont membres de COMEX. Donc il y a une prise de conscience, mais qui va au-delà de la prise de conscience, et on l'a vu avec les feuilles de route qui ont été proposées. La deuxième chose, je pense que c'est intéressant d'ailleurs dans cette étude, entreprise full RSE, très intéressant de voir qu'au travers des 10 ateliers qui ont été faits avec toutes ces fonctions, chacune des fonctions considère qu'elle a un rôle essentiel à jouer pour la mise en place justement de
de ce domaine RSE dans toute sa stratégie, dans les métiers, dans ses pratiques, dans sa production. Et ça, moi, je trouve ça très intéressant parce qu'on voit, et d'ailleurs, ce qui ressort de cette étude, c'est cette convergence de vues, à la fois des entreprises, à la fois des associations professionnelles, à la fois du monde académique. Et ça, pour moi, pardon, c'est une grande première quand même. Et donc, je pense qu'il faut s'en féliciter. Dans notre métier, donc nous, notre métier, c'est de conseiller justement et d'aider les entreprises. Aujourd'hui, on est de plus en plus sollicité pour accompagner ces entreprises dans leur transformation. Et d'ailleurs, c'est ce que disait tout à l'heure Sylvain. Je pense qu'on a passé le cap de transition à transformation, alors qu'il y a encore 2 ans, 3 ans, on avait beaucoup de missions de sensibilisation, diagnostic. Là, on est passé maintenant dans une phase de transformation. Et puis, je reviens, hein, moi, je considère que c'est quand même une révolution. Alors moi, j'ai connu la révolution 2005 des IFRS, ces normes anglo-saxonnes, qui a été une vraie révolution. Et là, aujourd'hui, moi, je pense qu'on est à l'aube d'une vraie révolution de ces indicateurs extra-financiers avec une accélération. Et on peut se donner rendez-vous en 2024-2025 où là, effectivement, on va commencer à avoir des reportings. Alors, tout ça, c'est très bien, mais ça pose un certain nombre d'enjeux auxquels sont confrontés, en fait, toutes nos entreprises pour aller vers cette entreprise full RSE, mais surtout vers ces reporting. Alors, il y a d'abord un enjeu de la donnée. La donnée, c'est le cœur du problème. Et donc, il va falloir collecter cette donnée. Il va falloir la fiabiliser. Il va falloir l'auditer demain, puisque, bien sûr, comme des données financières. Donc, il y a une refonte complète à faire. Et la donnée, ça va être vraiment, je dirais, l'or noir demain, si je peux m'exprimer comme ça. Le deuxième sujet important, c'est le changement de culture. C'est-à-dire que pour pouvoir se transformer, et l'étude est intéressante parce qu'elle montre un certain nombre de pistes et de réflexions d'ailleurs, à la fois, on les voit aujourd'hui, les directions de chaînes d'approvisionnement, alors elles sont aujourd'hui en plein dans le cœur du problème, savoir comment je fais pour avoir une chaîne d'approvisionnement plus durable, consomme moins, etc. Donc c'est des vrais enjeux, mais c'est valable pour les marketing également, pour les directions des ressources humaines. Toutes les directions sont concernées et donc il y a un vrai changement culturel pour avoir cette entreprise avec, si on peut caractériser demain l'entreprise full RSE, c'est une entreprise qui va être décilotée, hein, ça a été dit, plus de dialogue avec toutes ces parties prenantes. Moi j'aime beaucoup ce que vous avez dit sur ces partenaires, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tant qu'on va avoir cette relation client-fournisseur, il faut qu'on élargisse ça à une notion de partenariat. Et puis j'ajouterais peut-être un dernier enjeu qui est important pour moi, c'est la formation, et donc on est au bon endroit d'ailleurs, je pense, pour en parler, ce qu'on entend parfois sous le nom de long life learning, c'est-à-dire ce sujet d'un apprentissage continu. C'est-à-dire les entreprises vont avoir pour responsabilité, avec l'aide bien évidemment du monde académique et de tous les partenaires, vont avoir pour responsabilité de former, ça a été dit tout à l'heure, hein, tous nos collaborateurs, d'abord à ces nouveaux besoins, à ces nouvelles compétences de demain, mais aussi cette reformation en fait, parce que les compétences vont évoluer très rapidement. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment un des enjeux clés. Et c'est là où finalement, tous ensemble, on va pouvoir contribuer et peut-être rassurer à la fois ceux qui sont moins jeunes, mais les jeunes aussi, qui se disent, mais on est en train de m'expliquer que dans 5 ans ou dans 10 ans, ce que je suis en train d'apprendre, ça ne vaudra plus grand-chose parce qu'il faudra que j'apprenne autre chose. Je crois qu'il faudra qu'on se mobilise tous. Et donc je voudrais terminer par cette tagline que disait tout à l'heure Sylvain, moi que j'aime beaucoup, qu'il ne peut pas y avoir une entreprise qui gagne dans un monde qui perd. Et tous d'accord. Je m'adresse à Paul. Nous avons largement dépassé notre temps de parole, mais je crois que les propos étaient riches et inspirants. Donc, Paul nous autorise 3 questions avec l'Assemblée. Des micros sont à disposition si vous le désirez. Alors, évidemment, des questions concises qui appelleront des réponses concises. Est-ce que j'ai le droit de poser la première question? Pour jouer le jeu du timing. Oui. J'ai pas le droit. Bon. Le président moi, je peux la poser au cocktail. En deuxième, peut-être. Peut-être. Oui, le droit est donné. C'est pour aider tout le monde à se lancer. Ouais. Je vais quand même la poser. Quelle est la formation, justement, puisqu'on en parle, que vous recommanderiez à une équipe, un comité exécutif? Sur quoi est-ce qu'aujourd'hui, tout dirigeant n'a pas été formé dans les formations classiques des gens qui sont aujourd'hui en poste de management et qu'il devrait
être pourtant dans le bagage classique d'un dirigeant? La fresque climat, si je peux me permettre, très intéressant et absolument fondamental. Et je pense que c'est un vrai choc. Donc je ne peux que recommander de suivre. Moi, j'ai le sentiment que dans un collège, ce qui est important, c'est que chacun et chacune d'entre eux ait reçu une formation différente. Et en gros, quelle que soit la formation des uns, des unes et des autres, éviter que tout le monde ait le même sexe, la même couleur, le même âge et le même grand corps d'origine, et faire en sorte que ce collège ressemble à la société à laquelle il veut vendre des biens et des services, en ayant une véritable diversité dans les collèges de direction. Alors de plus en plus de femmes, et c'est formidable, bravo Veolia, mais aussi des formations différentes, et j'ai rien contre Polytechnique, Antoine, mais des gens qui sont d'origine extrêmement différente et qui puissent collégialement mieux ressembler au monde qui les entoure. Juste une réponse. Vous faites intervenir Jean-Marc Jancovici dans vos COMEX. Ça crée quelques réactions. Merci Hélène. Deuxième question. Oui, merci beaucoup. Hicham Bencheib, je suis étudiant. Face à tous les enjeux d'aujourd'hui, de demain, sur les questions de RSE, de raison d'être, de la matérialisation de la raison d'être, de cartographie des risques, des opportunités, sur le business model au regard des questions de RSE, questions de diversité, de saillant pay, etc. Est-ce que la responsabilité du dirigeant fera demain la durabilité de l'entreprise? Je vous remercie. Alors la responsabilité a plusieurs sens, hein, me semble-t-il. Là, moi, je comprends votre question comme est-ce que le leadership, l'engagement du président est suffisant, et au fond, est-ce que c'est ça qui fera que ça changera réellement? C'est évidemment un ingrédient qui est majeur, parce qu'une entreprise qui n'est pas portée par une conviction très très forte, incarnée par sa tête, c'est un véritable enjeu, un véritable problème si elle n'existe pas. Mais en même temps, c'est pas suffisant. Et je pense que la capacité des entreprises à embarquer l'ensemble de leurs collaborateurs autour de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire au fond l'évolution, la révolution aussi de la culture de l'entreprise est absolument nécessaire. Et être en capacité d'organiser l'écoute de ces collaborateurs et leur passage à l'acte, c'est-à-dire en fait leurs idées pour changer. Et il y a des entreprises qui font ça très bien, hein, qui ont organisé des mécaniques qui permettent à chacun d'exprimer des actions possibles, des idées neuves. Donc voilà, je pense que les deux sont absolument nécessaires et que l'un ne peut pas être en effet sans l'autre. Moi, j'ajouterais, bien sûr, tout à fait en phase avec ce que vous dites. J'aurais juste peut-être une chose, c'est que aujourd'hui, un dirigeant d'entreprise, il a souvent, et c'est des questions qu'on nous pose, sa rémunération qui est liée à des objectifs financiers et autres. Demain, il sera, comme on dit en bon anglais, accountable, sur des objectifs qui seront extra-financiers, et justement avec tous ces indicateurs extra-financiers, il sera en quelque sorte responsable face à ses salariés et à toutes ses parties prenantes de ce sur quoi il s'engage, et que là ce sera entre guillemets objectivable, ce qui est plus difficile aujourd'hui en l'absence de ces indicateurs. Merci encore à tous les trois pour vos propos riches et inspirants. Et Paul, nous sommes à toi. Eh bien, je vous remercie beaucoup. On les remercie beaucoup. Je vais vous proposer qu'on passe à une deuxième phase de notre interrogation de la soirée. Je pense qu'il y a un consensus sur le fait que les entreprises sont réellement prêtes et qu'elles ont d'ailleurs une nécessité de faire cette évolution vers l'entreprise full RSE. Mais la question, c'est comment ? Et donc là, pour ça, je vais appeler Jérôme Cabi, qui est le délégué général de la FNEJ, à me rejoindre sur scène pour animer une table ronde avec, pour inviter, Anne-Laure Desclèves, qui est la directrice pour la RSE, pour les affaires publiques et la communication du groupe Elior,
que je remercie, et puis également qui est administratrice d'entreprises et médias, et donc qui à ce titre a participé aussi à notre étude. J'appelle également Godefroy Bantsman, qui est cofondateur et CEO de Devoteam, donc une entreprise technologique que la plupart d'entre vous connaissez, et puis également Olivier Millet qui est là, voilà, bien sûr, bonjour Olivier, et qui lui est membre du directoire du groupe Euraseo, et donc Euraseo qui est un investisseur, et Olivier s'occupe en particulier de l'investissement dans les PME. Je vous remercie beaucoup par avance pour cette table ronde. On essaye d'être sur 3 minutes de temps de parole à chaque fois. Voilà. D'accord, donc nous on respecte le temps, c'est ça. Donc la table ronde précédente était sur sommes-nous prêts à l'entreprise full RSE. Alors si j'avais eu les collègues directeurs d'école autour de la table, si on entendait par la question par sommes-nous prêts à y aller, à la FNEJ on a 85 écoles membres, la réponse est oui. Voilà, on est tous prêts. Peut-être certains n'ont pas l'honnêteté de Jean-Marc Borrello sur la question. Sommes-nous prêts véritablement à enclencher? La réponse est sans doute plus mitigée. Alors, pourquoi d'abord disent-ils tous qu'ils sont prêts? Parce que sinon, ils auraient tous les étudiants devant leur porte, demandant leur tête, si jamais ils répondaient qu'ils n'étaient pas prêts, voire une partie du corps enseignant. Sommes-nous prêts? On a à la FNEJ un observatoire de la transition environnementale qui montre que sur un indicateur qu'on a défini avec l'aide de Vigéo et d'un professeur qui est Jacques Galins, on est à 0,42 en termes de maturité. L'objectif c'est 1, donc il reste quand même 0,58 avant qu'on soit vraiment prêt pour cette entreprise full RSE du côté des établissements d'enseignement supérieur à la gestion. On a quand même 85 membres comme le SCP qui nous accueille aujourd'hui. Donc, ce qui nous amène à la table ronde de cet après-midi ou de ce soir sur, à partir du moment où on dit qu'on y est prêt, il va falloir quand même agir et il va falloir fixer des priorités pour transformer l'entreprise full RSE parce que, comme l'évoquait aussi Alexandre Tellinge lors de l'introduction de la première table ronde, on est pris par le quotidien, l'inflation, tous les événements qui se produisent dans le monde qui attirent notre attention, alors que là on est plus sur des priorités de long terme. Donc comment fait-on et quelles priorités allons-nous fixer? Donc c'est la question que je vais poser aux 3 intervenants de la table ronde ce soir, et je vais commencer par Anne-Laure Desclèves qui est donc directrice RSE, Affaires publiques et communication du groupe Elior et qui est également administratrice d'entreprises et médias. Alors sous l'angle peut-être plus de la communication, notamment puisque vous cumulez communication et RSE. Nous, alors moi je suis professeur de finance à l'origine et nous on a une loi qui s'appelle la loi de Gresham qui est la mauvaise monnaie chasse la bonne. Alors est-ce que aussi en termes de communication dans ce domaine la mauvaise communication chasse la bonne? Une chose est sûre, c'est qu'on commence par la base, évidemment, et la base, c'est le carbone. Et donc, et je pense que vous êtes tous bien convaincus, quand autour de la table en COMEX, on se dit, bon, bah, il faut pour première étape, la base de la pyramide de Maslow, on réduit le carbone. Et nous, notre conviction chez Elior, c'est qu'on l'a réduit à un horizon managérial. C'est-à-dire qu'on s'est donné des objectifs à 2025. Et une fois qu'on s'est dit ça, le problème n'est pas si simple, parce qu'en fait, on fait 5 millions de repas par jour. 5 millions de repas, c'est donc 5 millions de convives avec des gens qui ont des besoins, des souhaits très variés d'une personne à une autre, très variés d'une géographie à une autre. On opère dans 5 pays différents et on a des cultures très différentes. Et donc, on pourrait se dire théoriquement que pour atteindre les 12% de réduction de CO2 qu'on s'est fixé, il suffirait, entre guillemets, de dire, ben voilà, hop, on fait plus de saisonnalité. Ça marche très bien, hein, plus de saisonnalité. On arrête de faire de la salade de tomates en hiver, par exemple. Ou bien alors, on dit, ben, on fait plus on réduit le gaspillage. Mais donc, pour ça, il faut que les gens acceptent de nous dire à l'avance s'ils vont venir déjeuner à la cantine ou pas. Pas simple, pas toujours très facile, ça. Ou alors, on réduit la quantité d'énergie pour produire le repas. Bon. Et en fait, ça, c'est compliqué. Parce que la saisonnalité, elle n'est pas la même quand on est à Grenade ou quand on est à Liverpool, bien sûr. Et donc, le choix qu'on a fait pour rendre les choses opérationnelles et faciles et réalistes, c'est de transformer
les décisions qui sont à la main de nos opérationnels en un truc transformable en CO2. De façon à ce que eux, ils sachent décider si, pour atteindre les autres 12% de réduction, est-ce qu'ils vont plutôt aller sur la réduction de gaspillage? Est-ce qu'ils vont plutôt aller sur de la saisonnalité? Est-ce qu'ils vont plutôt aller sur des cartes plus courtes, par exemple? On peut faire mieux mais moins dans nos activités. Et c'est eux qui décident. Parce qu'en fait, en vrai, si c'est la Tour à la Défense qui décide pour le monde entier, ben ça ne marchera pas. Voilà. Notamment si en France on décide pour les Américains, ça ne marchera pas. Ça, c'est sûr, ça ne va pas le faire. Si on décide par exemple en France de réduire, de mettre plus de végétal, de protéines végétales. C'est une très bonne idée, c'est très bon, c'est très sain pour la santé, etc. Bon, ben, vous demandez aux Américains de réduire le bœuf, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Voilà. Donc, en leur donnant aux opérationnels des outils pour qu'ils fassent leurs calculs, eux, et qu'eux, ils puissent se dire, bah, voilà, mes 12%, je vais les atteindre plutôt comme ça, plutôt que comme ça. Ben voilà, je crois qu'on fait un premier pas et ça fait progresser l'ensemble. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Godefroy Bensman, qui est cofondateur et CEO de Devoteam, notamment sur la dimension technologique, qui est le propre de votre entreprise et de vos activités, puisque la technologie, ça nous est présenté parfois comme la solution ou comme le problème. Et donc, quel est votre avis sur les priorités en la matière? On est d'abord une entreprise de services, de conseils, et donc au-delà de la technologie qui est sûrement les fondements de Devoteam, notre sujet c'est les people, c'est le social, pour reprendre le sujet du full RSE. Et la question, est-ce qu'on est prêt? Je pense qu'on n'est pas complètement prêt, évidemment. Je voudrais justement évoquer le fait que dans les fondements de notre stratégie, depuis le départ, le sujet du social, c'est un élément de différenciation. Donc je veux dire, le RSE, c'est pas qu'on est prêt, c'est que je pense qu'on le vit tous les jours dans nos organes de direction. Pas complètement, donc on n'est pas full RSE, mais dans le domaine du social, il y a bien longtemps que c'est le cœur de notre stratégie. On sait bien qu'on n'attire pas les gens, on ne les fait pas rester si on n'est pas capable de leur donner de la vision, de leur permettre de grandir, je dirais d'utiliser la totalité du potentiel qu'ils ont. On a travaillé très tôt sur des problématiques de valeur, parce que je pense encore une fois que si la direction, ses fondateurs dans notre cas, ne portent pas la stratégie, et la stratégie RSE ne peut pas s'implémenter, mais après il faut que ça se fasse avec le terrain, c'est ce que vous disiez. Et donc on a défini que nous, on veut d'abord on a défini trois grandes valeurs, avec à l'époque on était 2000, on est maintenant 10 000, mais qui sont le respect, la transparence, frankness, et puis la passion. Et on pense que le respect, c'est une manière de gérer la diversité. On est tous divers, on a tous nos talents. On veut pouvoir utiliser tous les talents qui existent et pas simplement une catégorie d'école ou une catégorie de... Voilà, donc ça, c'est un élément essentiel, et on est une entreprise pas politique du tout. On peut dire que Devoteam, pour les gens qui viennent de grandes entreprises qui nous rejoignent, ils sont toujours surpris de voir comme on est peu politique. On est peu politique parce qu'on respecte les gens dans ce qu'ils sont et pas dans les coteries qu'il pourrait y avoir. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que on a poussé nos équipes depuis le début, à travers une fondation, à rayonner à l'extérieur, à partir de la passion qu'ils avaient chez Devoteam pour nos métiers, vers des actions qui nous touchaient, qui étaient l'éducation et la jeunesse. Et donc on est une fondation qui les aide depuis qu'on est tout petit, entre guillemets, à travailler dans ce sens-là. On est en train de l'internationaliser, ça marche très bien. Et voilà. Et aujourd'hui, évidemment, ce qu'on peut dire, c'est que après avoir mis tant d'efforts et tant d'attention sur un des éléments du RSE qui est directement, qui imprègne notre business model, on s'intéresse à un domaine qui est évidemment le carbone, la dimension plus environnementale, qui touche moins notre business model aujourd'hui, même si on est rattrapé par la patrouille, je pense, hein, et il n'y a pas le choix, il faut s'en occuper, mais en tous les cas, c'est un domaine dans lequel on a un rôle, une légitimité pour pouvoir y intervenir. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure.
Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Olivier Millet, qui est membre du directoire de Eurazeo PME, hein, c'est ça, ou Eurazeo Eurazeo, et qui a une autre perspective, puisque c'est celle des investisseurs, des actionnaires vis-à-vis de l'entreprise, et qui notamment peut nous éclairer sur la temporalité de des priorités du point de vue de l'actionnaire. Merci beaucoup. D'abord, merci à l'Institut de l'entreprise, à l'ESCP et à Price pour tout ce qui a été fait pour la préparation de cette soirée. Je pense que c'est extrêmement utile. Le point de vue que je peux apporter est un point de vue extrêmement optimiste. On vit dans un monde de pessimisme absolu. Je ne suis pas juste payé pour être optimiste, mais je suis très optimiste parce que la finance, qui était très en retard, qu'on peut considérer comme le maillon faible historique de ces sujets-là, accélère. Alors pas depuis hier, mais depuis pas mal d'années. Elle accélère sur les marchés cotés, avec tout un travail qui à chaque fois peut être amélioré, débattu, challengé, etc. Mais les marchés cotés ont commencé à beaucoup évoluer par rapport à ces sujets-là. Et puis on parlait un peu tout à l'heure des entreprises plus petites, les fameuses PME, ETI. Je voudrais vous dire qu'elles vont bien sur le sujet RSE. D'abord parce que certaines étaient engagées sans avoir mis des mots sur des techniques, et puis que les bonnes entreprises aujourd'hui ont de bons actionnaires. Alors ces bons actionnaires peuvent être familiaux, avec des perspectives long terme, et certaines entreprises ont choisi d'avoir des actionnaires qu'on va qualifier de plus financiers. C'est tout l'univers du private equity, avec deux grandes catégories, les startups, les nouveaux modèles. Alors tout nouveau modèle et toute startup n'est pas né totalement vertueux, donc il faut faire extrêmement attention à ça. Mais beaucoup d'entre elles ont engagé des démarches qui sont full RSE à la conception. Les entreprises déjà établies, en fait, elles ont un choix qui n'est pas un choix, c'est de devenir full RSE, puisqu'il en va de leur chiffre d'affaires, il en va de leurs ressources, il en va de leurs collaborateurs, et il en va désormais de leur actionnariat. Vous n'aurez plus accès au monde du private equity dans les 10 ans si vous n'avez pas votre passeport RSE pour vous développer. Donc, là où on a beaucoup parlé, je pense que là on est rentré dans un moment qui n'est plus politique, qui n'est plus romantique, qui est totalement technique, avec deux sujets que je ne veux pas qualifier de faciles, mais sur lesquels on a des moyens de travailler, que sont le social et la gouvernance. Et aujourd'hui, il y a tous les ingrédients pour travailler correctement la transformation de l'entreprise sur ce terrain-là. Tout est complexe, rien n'est simple, ça met du temps. Le vrai grand challenge, la mère des batailles qui est engagée, elle n'est pas simplement en Ukraine, elle est sur le carbone. Et ce sujet carbone, on en parle. Là, ça y est, on y est. Grâce ou à cause de l'Ukraine, aujourd'hui, c'est parti. La transition qu'on imaginait pendant 20, 30, 40 ans, désolé de vous annoncer bonne nouvelle, c'est dans les 10 prochaines années qu'il va falloir avoir pris des décisions stratégiques dans les entreprises sur l'intégralité de la chaîne de valeur de l'entreprise et de sortir du carbone au maximum. Zéro carbone, ça n'existe pas, mais les entreprises aujourd'hui ont les moyens de réfléchir. Elles peuvent même être conseillées par de grands cabinets, et il y en a au moins un dans la salle, probablement d'autres, pour travailler sur ces évolutions et ces trajectoires carbone. Merci beaucoup. Donc, en plus les participants à la table ronde font les transitions, c'est encore mieux. Puisqu'on va maintenant un peu se centrer sur la décarbonation, puisque c'est un des sujets au cœur de l'entreprise full RSE. Je crois que tout à l'heure, Hélène Valade citait Jean-Marc Jancovici pour des formations des COMEX, des grandes entreprises cotées. Donc, c'est un peu le sujet aussi de cette question en termes de priorité sur la décarbonation. C'est les notions de sobriété, de
frugalité, et si on va jusqu'à écouter Jean-Marc Jancovici, de complet changement de business model, voire de décroissance, qui n'est pas forcément l'ADN naturel des entreprises. Et donc je me tourne à nouveau vers vous, Olivier, pour lancer cette seconde question sur les priorités en matière de décarbonation, parce que je crois que chez Eurazeo, notamment, vous avez mis en place des instruments tels le SBTI qui permettent de gérer cette priorisation en matière de décarbonation. C'est pas un sujet de prioritisation, c'est un sujet technique. Donc aujourd'hui, on parle de beaucoup de référentiels, c'est très compliqué, etc. Oui et non. Il y a un référentiel autour de la réduction carbone qui est SBTI. Je ne vais pas faire de prosélytisme pour le sujet, utilisé par les très grandes entreprises, sur lequel, si on est sérieux sur le carbone, on doit pouvoir s'engager. Alors s'engager, c'est faire une déclaration publique. Nous, Eurazeo, on a cette particularité de gérer de l'épargne. Donc on a notre première responsabilité, les fiduciaires. On est une société cotée, on pèse 5 milliards plus de 5 milliards de market cap. Nous gérons 35 milliards de capitaux. C'est de l'épargne. Et cette épargne nous dit je veux que vous préserviez mon capital et je veux un certain rendement. Donc par rapport à notre responsabilité fiduciaire, notre conviction, Virginie Morgon, moi-même et tous les membres du directoire d'Eurazeo, c'est que si on est investisseur à 5-10 ans, le sujet du carbone sera une fraction plus ou moins importante, je n'en sais rien, mais une fraction plus ou moins importante de la valeur de l'entreprise. Puisque dans 5 à 10 ans, comme nous allons revendre notre participation, il faudra que l'entreprise soit en capacité d'avoir un projet de poursuite de la décarbonation. Donc, il ne faut pas se tromper. On n'est pas en train de dire qu'on va décarboner toutes les sociétés dont on est actionnaire en 2 ans et demi. Ça serait stupide. En revanche, nous aurons fait le travail avec les entreprises, les dirigeants, les équipes de management, de mettre ces entreprises sur des trajectoires raisonnables, adaptées à chaque secteur, à chaque taille d'entreprise, par rapport à des grands objectifs, avec cette sorte de passeport carbone qu'il va falloir présenter à chaque étape importante de la vie de l'entreprise. Je rentre en bourse, je présente mon passeport. Je fais un deal de private equity, je présente mon passeport. Je publie mes comptes annuels, je présente mon passeport carbone. Rassurez-vous, ça arrivera aussi à l'échelle individuelle. Donc profitez de vos voyages cet été. On va tous partir très loin. On va fermer les yeux en oubliant la facture carbone qu'on va laisser à nos enfants et nos petits-enfants. On plantera quelques arbres. Je ne suis pas sûr que ça suffise. Donc il faut vraiment qu'on travaille avec les entreprises pour... Et c'est plus prendre conscience, c'est agir. Comment je réduis fondamentalement mon développement raisonnable par rapport à mon impact carbone. Merci beaucoup. Alors Anne-Laure, vous avez commencé à nous en parler lors de la première réponse. Quelles sont les priorités, notamment chez Elior, en matière de décarbonation? Vous êtes dans un secteur de l'alimentaire qui, par définition, travaille avec du carbone. Donc, quelles sont vos priorités? Donc, je vous explique un petit peu comment on travaillait sur la décarbonation. Et après ça représente en fait, pour faire simple, la moitié de notre PNL. La moitié de nos coûts, c'est l'alimentaire. Mais la deuxième moitié, c'est les people, c'est le staff. Et donc, il y a une vraie question qui se pose à nous, qui est comment est-ce qu'on arrive à les valoriser, ces gens-là? On a 100 000 personnes dans le monde. On emploie des gens qui sont parfois difficilement employables, pour dire les choses très clairement, surtout dans les secteurs privés. On a des gens qui ont pas fait de formation, des gens qui ont eu des parcours scolaires pas très simples. On a des gens de vraiment toutes les couleurs. On a des gens qui ont des cartes de séjour depuis pas bien longtemps. On a des gens on a 7% de RQTH, de taux de personnel handicapé. C'est formidable, ça marche hyper bien. On en est super fiers. Comment est-ce qu'on arrive à mieux valoriser ça? Et quand on discute avec nos parties prenantes, c'est compliqué. Parce que la réalité du dialogue, quand même, aujourd'hui, c'est que la première question, enfin, officiellement, nos parties prenantes annoncent que c'est formidable, la RSE, etc., etc. Puis quand même, la première question qu'on nous pose, la première question que nos investisseurs nous posent, et c'est quand même le ROI, quoi. C'est ça, la réalité du trimestre. Voilà. Et donc, moi, je crois qu'on a une responsabilité.
bien sûr, il faut remplir, il faut arriver à donner une transparence, et donc il faut sortir les KPI, il faut remplir les tableaux de chiffres, etc. Mais c'est aussi ce qu'on disait un peu dans la première table ronde. On doit aussi, moi c'est ma conviction, c'est que on doit aussi faire de l'impact en sortant de ça et pouvoir proposer, y compris aux investisseurs, des choses qui ne sont pas uniquement des normes et des standards et des comparables. Et on voudrait pouvoir se différencier en disant moi, par rapport aux autres, je suis différent parce que je vous propose ça. C'est ma conviction en tout cas, c'est que c'est aussi pour ça que c'est utile d'avoir une direction qui appartient au COMEX, mais qui est aussi une direction des affaires publiques et de la com, parce que c'est comme ça qu'on fait de l'impact et qu'on permet aux gens et à l'attention de nos parties prenantes, on oriente les projecteurs vers les choses qui nous intéressent et dont on croit qu'elles vont aussi faire la différence dans le futur. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Godefroy, notamment à la fin de votre première intervention, vous étiez déjà prêt d'aborder le sujet sur tout ce qui est l'empreinte carbone de la technologie. Oui, alors je peux peut-être l'aborder avec deux axes. Un axe qui est coprésident avec mon frère Stanislas de Devoteam, et puis aussi une casquette de président de Numéum, qui est le syndicat de notre profession, ex-Syntec Numérique, pour ceux qui ont... Voilà, on a changé de nom il y a un an. Et donc c'est un sujet évidemment que je peux voir de ces deux fenêtres-là. Un premier sujet, c'est que d'une manière générale, notre métier est très attaqué sur le sujet du carbone, puisque maintenant on a, je crois, 4% des gaz à effet de serre qui sont en provenance du digital, là où il y a moins de 10 ans on était à 2,5 ou quelque chose comme ça. Je crois que 9% de la croissance de la consommation d'énergie, c'est issu du digital. Donc on est quand même montré du doigt. Et donc... À ces deux titres-là, je dirais, je suis très concerné, ou je me sens très concerné. Et puis, d'une manière générale, je redis ce que je disais tout à l'heure, nous, on vit parce qu'on a des talents chez nous, qu'on peut les attirer, qu'on peut les faire grandir. Et évidemment, toute cette population-là, voilà, nos équipes sont sensibles au sujet. Donc, c'est encore une autre raison pour laquelle, évidemment, le carbone est un sujet pour nous. Alors, on peut se dire que le carbone est un problème. On peut aussi se dire que le digital est une solution. Le carbone digital est une solution. Même si les chiffres sont toujours compliqués aujourd'hui, il y a des études qui nous montrent qu'une tonne de carbone digital, c'est l'équivalent de 10 tonnes économisées dans d'autres secteurs. On peut discuter 8, on peut dire 12, mais enfin, voilà, c'est des chiffres qui sont importants à garder en tête parce qu'on ne va pas faire de la décroissance économique, j'y crois pas, mais on peut faire la décroissance du carbone et il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser la technologie. En tous les cas, on n'y est pas arrivé jusqu'à présent, sauf peut-être à repartir à élever des chèvres dans le cosmos. Mais enfin, je ne crois pas que les gens le voudront. Déjà, quand ils nous parlent des GAFAM, ils ne veulent pas rendre leur téléphone portable qui vient de partout ailleurs qu'en France. Donc, ça montre bien qu'on n'est pas motivé pour changer fondamentalement notre mode de vie et qu'il va falloir introduire massivement de la technologie. Il n'y a pas d'autre choix. Alors après, on intervient, nous, chez Devoteam, à deux niveaux, un niveau interne et un niveau externe. Niveau interne, il y a la politique de l'entreprise, dans laquelle aujourd'hui on a introduit dans nos processus internes, dans nos déplacements évidemment, et on l'a tous vécu avec la crise de Covid, ça fait du bien de voir que c'est possible de plus bouger ou de moins bouger. Donc il y a dans le système d'information, la manière dont on code, la manière dont on organise notre système d'information, on essaie de mesurer les impacts que ça a dans notre consommation carbone, production de carbone. Et puis on a en interne aussi tout ce qui est sensibilisation, et donc là on n'est pas encore à former tout notre personnel, mais en revanche on a lancé une initiative qui sont les Devoteam Carbone Hackers,
qui sont aujourd'hui, c'est une initiative qui a démarré il y a quelques semaines, une cinquantaine de notre personnel qui sont de tous les pays, de toutes les fonctions et qui ont pour but je dirais d'être un peu le pilote de la manière dont on pourrait fonctionner différemment et à titre personnel et dans l'entreprise, chez Devoteam, dans les relations qu'on a avec l'extérieur. Et donc, ils sont censés être l'avant-garde de cette sensibilisation qu'on a chez Devoteam. Et puis, en externe, évidemment, il y a un énorme potentiel pour nous parce que je dirais que d'un point de vue de notre business model, le carbone est un sujet et on accompagnera et on accompagne déjà nos clients sur ces problématiques-là de refonte de leur système d'information, je dirais la transformation digitale pour eux, en prenant en compte la dimension du carbone. On l'avait fait il y a plus de 10 ans, en particulier dans les pays scandinaves, mais on va dire le monde n'était pas prêt, les entreprises n'étaient pas prêtes et donc c'est des offres qui ont périclité, qu'on est en train de relancer. Alors on a deux leviers, bon évidemment c'est faire des bonnes offres, hein, j'en parlais à l'instant et aujourd'hui on est prêt. Et puis un deuxième levier qui est vraiment la collaboration et le fait d'établir un modèle collaboratif en interne bien sûr, mais en externe avec des partenaires et on le fait avec un certain nombre de grands partenaires de la tech comme Google ou comme ServiceNow, mais on le fait aussi dans un modèle plus large avec tout notre écosystème et des initiatives qu'on a lancées chez Numéum qui s'appelle Planet Tech Care. Je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous aujourd'hui qui participent à ce programme qui a pour objectif de mettre en résonance toutes les entreprises, qu'elles soient de la tech ou pas, pour se demander comment on peut bien traiter le sujet du carbone et comment on peut partager les bonnes recettes, comment on peut mieux rentrer en contact avec des gens qui sont des experts sur le sujet qui peuvent nous aider. Et donc, Devoteam participe à Planet Tech Care, comme beaucoup d'entre vous qui n'êtes pas dans la tech, mais qui participaient avec nous à ce grand mouvement. Maintenant, je crois qu'il y a près d'1 millier d'entreprises qui participent à ce programme et qui sont très majoritairement maintenant en dehors de la tech. Donc voilà, je dirais, la manière dont aujourd'hui on gère cette priorité carbone et on est au début du chemin, mais je suis optimiste. Merci beaucoup. On a le temps pour 3 questions, me fait-on signe. Charles-Henri Bessard-Desor, professeur émérite HEC et partenaire à la FNEL, j'organise le partenariat entreprise. Alors je voulais citer quand même, le 20 juin, il y a un événement FNEL sur la décarbonation. Nous avons aussi 2 tables rondes. Alors moi j'ai une question, quand on veut changer l'entreprise, est-ce que ça passe, et on voit ce mouvement de la grande démission aux États-Unis, est-ce que ça passe par prendre les choses sérieusement et les salariés en fait les jeunes générations ne veulent pas qu'on leur raconte des histoires, donc est-ce que ça va passer par ça, est-ce que c'est par des clients qui avec Yuka refusent d'acheter certains produits, etc. C'était un peu la pression de ces parties prenantes là. Est-ce que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous Non mais évidemment qu'on est sous la pression. Je pense que depuis le début de cette soirée, on voit bien qu'on est tous évidemment soumis à l'influence extérieure. Nous, si je parle pour nous Devoteam ou pour notre secteur, si je parle pour mon syndicat, évidemment qu'on est sous la pression des médias, sous la pression des talents qu'on essaie d'attirer, sous la pression des écoles dans lesquelles on a du mal à orienter les ingénieurs vers nos métiers, je parle même pas des jeunes femmes, donc évidemment que la pression elle est là, que nos clients sont aussi attentifs à ce qu'on peut faire avec eux. Tout à l'heure vous avez parlé de formation, ou peut-être dans la table précédente, mais clairement aujourd'hui quand on propose à nos clients de nous accompagner sur des programmes PITEC qui consistent à aller dans des lycées techniques, prendre en charge sur le sujet de la tech des classes, et ben nos clients sont vachement contents. Donc aujourd'hui, on est sous la pression et en même temps sous l'intérêt, devant l'intérêt que ça représente pour nous, de prendre à bras-le-corps ce sujet-là. Et voilà, donc c'est un intérêt. Moi, je suis persuadé que si ça n'a pas d'intérêt pour l'entreprise, en fait, il faut que l'entreprise s'organise pour que ça ait un intérêt pour elle. Voilà, je suis convaincu que c'est comme ça que ça peut marcher. Ouais, c'est formidable de dialoguer avec des gens qu'on recrute en ce moment, des jeunes notamment, parce qu'en fait la question vient tout de suite de la capacité d'avoir de l'impact, de la capacité à changer les choses. Nous on a un métier de petite marge, hein, toute petite marge. Moi, voir l'année dernière, on n'en a carrément pas fait des marges. Et ben malgré tout, les dialogues qu'on a quand sur les postes ouverts, c'est mais l'alimentation, ça change le monde. L'inflation, c'est hyper intéressant, ce qui est en train de se passer. La conviction que ça va être compliqué de réussir à nourrir les populations pour
un juste prix. Ils adorent, en fait, ils trouvent ça super comme problématique. Et donc c'est quand on leur dit oui, c'est compliqué, oui, c'est pas simple, mais n'empêche qu'on a quand même la possibilité de changer le monde. En fait, on a des jeunes qui se lèvent et qui viennent, quoi. J'ajouterais que l'épargne est aussi en marche sur le sujet, c'est-à-dire que on peut plus proposer de gérer l'épargne et l'avenir de l'épargne en ne prenant pas en compte ces sujets. Donc moi, je dirais que gérer une entreprise aujourd'hui n'a jamais été aussi simple et jamais aussi compliqué. Compliqué parce que le niveau de contrainte multifactoriel est sur une exponentielle. Et il faut continuer à saluer les dirigeants de ces entreprises qui arrivent à gérer, entre guillemets, des choses qui, il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans, étaient quand même un tout petit peu plus simples, sachant que vous faites exponentialité de sujets qui s'entrechoquent et vous accélérez le temps. On avait le temps de transformer une entreprise, on avait 5 ans, on avait 10 ans, on avait 20 ans. Aujourd'hui, c'est pour demain. Donc ça veut dire que, Monsieur Borrello en a très bien parlé, à part la coopération, je ne vois pas bien comment on peut s'en sortir. Donc la coopération, elle est à 360 degrés. Donc c'est arriver à convaincre l'épargne, mais si je convainc que l'épargne avec ma rentabilité, peut-être que j'aurai plus de collaborateurs, j'aurai peut-être plus les bons fournisseurs, etc. Donc il faut être en permanence, et je pense que le grand message, et c'est un vrai message d'avenir, c'est que la quantité de travail, de transformation des entreprises est telle sur les 10 ans qui viennent, qu'il y a du boulot, mais moi ça fait quelques années que je travaille, mais je pense sincèrement que je vais vivre les 10 années les plus passionnantes de ma vie professionnelle d'actionnaire d'entreprise en transformation. La quantité de transformation est gigantesque. Et une entreprise qui vous dirait non, j'ai le temps, moi tout est parfait, etc., c'est faux. Tout est à bouger. Après, il faut des dirigeants éclairés qui ont l'impact et qui arrivent à entraîner, mais il faut aussi des actionnaires qui comprennent ce dirigeant. Il faut avoir les collaborateurs qui vont bien. Il faut arriver à garder ses clients avec un prix, etc. Donc c'est très très compliqué. Le digital est une solution parce que ça permet un truc qui est assez formidable, c'est la circulation de l'information. Donc la quantité d'intelligence en circulation pour trouver son chemin dans sa boîte, son secteur, il suffit de se baisser et de bosser. Merci. Bonsoir. Vous avez une question ? Oui, bonsoir. Sarah Bruzès, donc je suis recruteuse sur des postes de direction et notamment RSE. Et j'avais une question simple. Moi, j'aime bien comparer l'entreprise à une maison en travaux. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'il vaut mieux travailler sur plan, quitte à revoir les fondations de la maison ? Est-ce qu'il vaut mieux mettre des échafaudages un peu partout et tout transformer sur un même temps ? Ou est-ce qu'il vaut mieux, ce qu'on appelle gangréner positivement, commencer par transformer un maillon de la chaîne de valeur pour que ça puisse être recopié par d'autres chaînes opérationnelles. Et si vous aviez un conseil à donner par rapport à ça et aux entreprises qui accompagnent cette transformation, quel serait-il ? L'état de délabrement de votre maison. La mienne est en échafaudage. Ah mais il y a des entreprises qui ont plus besoin de se transformer que d'autres. Donc en fait, ce qu'il faut arriver à accepter, c'est que le petit livre rouge ou le petit livre vert de la solution qui va être applicable à toutes les sociétés, dans tous les secteurs, de toutes les tailles, il n'existe pas. Alors on peut essayer de l'écrire ensemble. Moi, j'y crois pas. Je suis petit, moyen, gros. Je suis très carboné, peu carboné. Ma problématique va être complètement différente. Je suis français, je suis américain. Mon point de départ va être forcément différent. Donc, on revient sur l'intelligence humaine. On va remettre énormément d'intelligence. Les algorithmes ne vont être qu'au service de l'accélération de cette transformation. Il faut beaucoup d'intelligence humaine, beaucoup de coopération entre... on a parlé de mot désiloté. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à le répéter. C'est-à-dire que si vous ne faites que les fondations et que vous occupez pas au même instant de la toiture qui fuit, vous ne faites pas le boulot. Donc peut-être qu'il faut faire et fondation et toiture.
puis vous referez la plomberie l'année prochaine et l'électricité dans 2 ans, parce qu'en fait l'électricité elle peut tenir encore 2 ans. Donc on est sur ces contraintes, parce que si je vous propose que l'entreprise perde 50% de son chiffre d'affaires, perde la moitié de ses résultats et quitte 3 pays, peut-être que l'entreprise en question s'effondre et c'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Donc c'est la vitesse à laquelle on va transformer les entreprises qui va être la clé. La clé, ça va être la coopération entre du très ingénieur, du très financier, du très humain. Et ça, c'est à vous, dans chaque boîte, dans chaque filière, de trouver le chemin pour y arriver. Merci beaucoup. On va conclure sous cette note. Juste pour terminer un petit mot. Vous voyez, ce matin, j'étais en voiture pour venir à l'aéroport pour animer une conférence sur la décarbonation et j'entendais des publicités. On m'a expliqué qu'il fallait que j'achète une voiture pour faire du covoiturage, aller à pied quand c'était à côté et prendre les transports en commun quand il y en avait. Et je me suis dit, jusqu'à combien de temps on va pouvoir vivre avec ces contradictions, moi-même à titre personnel. Donc c'est une question pour toute la salle. Pendant combien de temps pourrez-vous vivre avec vos contradictions avant de changer les comportements, puisque c'est aussi une démarche individuelle que nous devrons adopter pour décarboner nos économies. Merci à tous, merci aux 3 intervenants et je cède la parole à Paul. Merci beaucoup à tous. Je vais appeler pour conclure cette session de réflexion et de travail Jean-Marc Janaillac, qui est le président de la FNEJ, à me rejoindre et à nous dire quelques mots en conclusion. Merci Paul, ça ne sera pas vraiment une conclusion, ça sera plutôt un éclairage sur un des aspects du travail qui est le rapport entre les entreprises et le monde académique de la recherche et de l'enseignement. Alors je voudrais d'abord vous féliciter, tous ceux qui ont participé à ce travail, vous féliciter pour tout ce que vous avez fait et remercier en particulier l'Institut de l'entreprise et vous, cher Antoine Frérot, d'avoir associé la FNEJ à ce process qui est à la fois novateur et passionnant. Alors un petit mot de la FNEJ, qui est la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises, qui a été créée en mai 68, une date qu'on se rappelle, par Michel Debré, afin de renforcer l'efficacité des entreprises françaises en professionnalisant la formation de leurs futurs cadres et responsables. Et c'est cette mission que nous poursuivons aujourd'hui au travers d'un réseau, Jérôme l'a dit, de près de 85 écoles de management et d'IAE universitaires et de leurs 5000, et c'est là une force, 5000 enseignants-chercheurs. Et pendant ces dernières décennies, l'efficacité des entreprises passait par la mise en œuvre des techniques classiques de management pour les différentes fonctions de l'entreprise, techniques issues au départ des meilleures business schools nord-américaines, et que la FNEJ, ça a été sa mission à l'origine, a fortement contribué à diffuser dans les écoles et les universités françaises. Mais aujourd'hui, comme l'ont démontré l'étude et les 2 débats que nous venons de vivre, l'efficacité des entreprises passe par la mise en œuvre, certes progressive, mais volontariste, de l'entreprise full RSE. La question n'est plus pourquoi une entreprise full RSE. Le constat, la conviction qu'il faut en intégrer plus directement les ambitions dans la stratégie, les pratiques, l'organisation de l'entreprise sont clairement établis. La question est comment opérer concrètement cette intégration. Et le travail réalisé par l'Institut de l'entreprise, les associations professionnelles, PwC et les enseignants-chercheurs permet de répondre en partie à ce questionnement. Il est évident que le chemin à parcourir sera complexe, long et en particulier pour ce qui concerne l'évolution environnementale, très coûteux. Pour certaines fonctions, le mode opératoire pour faire évoluer l'entreprise vers le full RSE est à peu près connu et la question qui demeure reste les délais de mise en œuvre. Pour d'autres, au contraire, comme l'ont montré les différents ateliers, le mode opératoire reste à définir car la complexité du changement est extrême.
Et cette complexité rend indispensable l'utilisation d'une démarche collective de co-construction dont l'intérêt a été démontré par cette étude et par le travail préparatoire qui a associé à sa conception dès l'origine, ce qui est peu fréquent et sans doute même une première, le monde académique que nous avons apporté. Ce travail en commun entre les praticiens de l'entreprise et les académiques doit être poursuivi à la fois dans le domaine de la recherche et dans celui essentiel de la formation, et beaucoup en ont déjà parlé. L'activité de recherche dans les différentes disciplines de gestion menées par les enseignants-chercheurs des écoles et universités permet souvent d'avoir une longueur d'avance sur la pratique grâce au recul et aussi à l'esprit critique de la démarche. Ils peuvent donc apporter des concepts, des réflexions novatrices, en particulier sur l'organisation de l'entreprise, sur la définition de la performance, la mesure de l'impact, on a vu que c'était des questions qui se posaient, le concept de la gouvernance élargie, qui demeure encore assez flou, parmi d'autres thèmes. Parallèlement, l'entreprise offre aux académiques un champ d'études et de recherche extrêmement fécond. Ils peuvent ainsi disposer d'une grande diversité de situations, suscitant des questionnements, leur permettant d'approfondir leurs réflexions ou de vérifier leurs hypothèses théoriques. Ceci suppose cependant une ouverture d'esprit réciproque, que les entreprises acceptent que les académiques puissent parfois appuyer là où cela fait mal, l'esprit critique, et par ailleurs, et que les académiques sortent de leur univers théorique, ce qu'a déploré tout à l'heure Jean-Marc Borello, pour accepter les contradictions du monde réel. Le second domaine d'évolution indispensable est celui de l'éducation, parce que c'est une condition sine qua non de la réussite du passage à l'entreprise full RSE. Ce passage nécessite en effet que les responsables, les leaders des entreprises soient préparés dès leur formation initiale, mais ensuite, pendant toute la durée de leur carrière, au mode de fonctionnement et aux enjeux de l'entreprise full RSE. Les établissements d'enseignement de gestion, écoles et universités, qui forment 20% des étudiants français, ainsi que les futurs cadres et dirigeants des entreprises, sont clairement en première ligne sur cet objectif, même si écoles d'ingénieurs et universités sont également concernées. Pour cela, il faut à la fois une montée en compétences et une adaptation des formations. La montée des compétences dans les métiers traditionnels est nécessitée, et on vient de le dire, par la complexité de la gestion d'objectifs nombreux et parfois contradictoires. Il était sûrement plus simple de gérer une entreprise avec comme seul objectif l'augmentation des profits, comme le suggérait Milton Friedman. La combinaison d'objectifs de rentabilité sociaux et environnementaux rend indispensable la maîtrise des outils techniques de gestion et une particulière rigueur dans leur utilisation. Il faut par ailleurs créer ou développer dans chaque discipline des modules d'enseignement, ce qui est déjà en grande partie fait, on l'a vu tout à l'heure à l'ESCP, par les écoles et universités. Donc des modules d'enseignement intégrant ces dimensions supplémentaires qui prennent en compte les impératifs sociaux, citoyens et environnementaux. Enfin, les nouveaux modes d'organisation d'une entreprise, plus ouverte aux parties prenantes et plus collective, implique une évolution des profils des cadres et dirigeants. Et la mixité, là aussi, et la diversité dont on a parlé tout à l'heure sont une étape importante, mais à mon avis pas suffisante. Et donc une évolution dans leur sélection et leur formation par les établissements, en faisant une part plus importante aux soft skills, aux capacités d'animation et à l'exemplarité. Ces changements sont d'ailleurs indispensables pour que ces établissements d'enseignement continuent d'attirer vers l'enseignement de la gestion et plus tard vers l'entreprise des jeunes pour qui les préoccupations sociétales et environnementales sont de plus en plus déterminantes dans leur choix de vie et de leur parcours professionnel. Ce chantier est passionnant et exaltant par sa méthode, associant la réflexion et l'action, la théorie et la pratique, par sa finalité,
qui est celle de faire évoluer les entreprises vers un modèle de prospérité partagée, respectueuse de l'humanité et de la planète. Merci d'y avoir associé au travers de la FNEJ le monde de l'enseignement et de la recherche en gestion qui y prendra toute sa part. Merci beaucoup. Merci Président. Et maintenant, j'ai deux bonnes nouvelles. La première, c'est que je ne vais pas ajouter à tout ce qui a été dit. Les remerciements en particulier, c'était un des objectifs importants de cette soirée. Je ne vais pas les redire, mais c'est vrai que Antoine Frérot, Jean-Marc Janaillac, j'associe aussi Patrice Moreau et PwC. Il y a eu beaucoup de travail, d'énergie. Merci. Merci à toutes, à tous d'être venus et très très bonne soirée.